Salutations, ici Arantir pour un nouveau tutoriel. On va donc, comme je vous l'avais dit, attaquer le Challenger de Honors of War que j'ai chroniqué la dernière fois. Et donc là, ce sera Might and Reason de Sam Mustafa. Ok, c'est un vieux jeu, puisque je crois qu'il est pratiquement aussi vieux que Black Powder en fait. Dans l'absolu, il doit être de 2000, voire peut-être plus. Je ne sais plus s'il est de 2009 ou 2011. Mais c'est pas grave, hein, on ne fait pas dans l'actualité ici. Le but c'est simplement de tester un jeu et de montrer comment ça se joue. Hein, et je pense que c'est pas forcément inutile d'avoir une vidéo de ce style-là en français pour que les gens se rendent compte comment tourne le jeu. Alors pourquoi celui-ci Eh bien dans ma quête de système alternatif pour le 18e et le napoléonien, j'avais fouillé sur le site de Sam Mustafa et j'avais commencé par Maurice, un autre de ces jeux pour la période 18e siècle, 1690-1790. Jeu qui a la particularité de se jouer à base de cartes à jouer, qui est très concentré sur le côté narratif. Alors j'ai fait quelques parties contre moi-même et j'en ai fait une avec Nicolas et je dois admettre qu'on s'est vraiment bien amusé. Le système est super bien, c'est vraiment fun. Par contre, effectivement, par rapport à ce que je recherchais, c'est-à-dire un système un peu alternatif à Black Powder pour vraiment des grosses batailles à grande échelle avec beaucoup d'unités, au moins la centaine d'unités on va dire, et avec des équipes de joueurs, bon, malheureusement Maurice a les forces de ses faiblesses et les faiblesses de ses forces, donc le problème c'est qu'il n'est pas du tout taillé pour ça. Et donc après avoir testé Honor of Wars, je me suis dit que j'allais jeter un œil à l'autre règle de Sam Mustafa pour le 18e, qui est Might and Reason. Et je dois dire que j'ai été scotché par alors d'une part la qualité du matériel en soi. Ouais. Donc je l'ai en PDF. Vous pouvez l'acheter sur le site, hein, c'est 24€. Honnêtement, pour 24€ parmi tous les wargames que j'ai achetés pour le moment, c'est celui où j'ai le plus de matière pour le prix. Parce qu'il y a vraiment tout. On verra tout à l'heure, au fur et à mesure. Mais pour ce prix, vous avez les règles, vous avez le système de points, vous avez des listes d'armées, mais toutes les listes d'armées quasiment, y compris les petites nations. Hein. Vous pouvez jouer la Saxe, vous pouvez jouer le Hanovre, ce genre de choses. Vous avez un générateur de cartes, même un générateur de noms de bataille. C'est marrant. Vous avez une liste des commandants de toute nation, de toutes les guerres, avec leur évaluation en termes de niveau de commandement, ce qui peut vous permettre du coup, si vous n'êtes pas un spécialiste hardcore de la période, de mettre en place votre bataille historique et d'avoir à peu près un truc historiquement cohérent. Vous avez des scénarios, mais sur le site vous en avez encore davantage, je crois qu'il y a pratiquement toutes les batailles, hein, ou pas loin. Et vous avez donc la feuille de référence, bref, c'est rien à dire. En termes de... C'est vraiment très complet. Hein. Vous avez vraiment le jeu, c'est pas en kit, hein, vous avez vraiment tout. Et vous avez un système de campagne aussi, formidable système de campagne d'ailleurs. Je pense pas pouvoir le jouer parce que j'ai pas le groupe pour. Mais ouais, non, je pense que... Ouais, pour le prix, franchement, en PDF certes, mais vous pouvez y aller, hein, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut vraiment le coup. Alors, vous aurez besoin au minimum, bon, les figurines, le décor, hein, comme d'hab, l'adversaire si possible, bien que moi je joue tout seul. Vous aurez besoin, alors, soit d'un mètre, soit de réglettes. Alors, pourquoi des réglettes? Parce qu'il y a une unité de mesure dans ce jeu qui est la largeur de socle, la base width, PW, ou LS en français, largeur de socle, qui correspond donc à la largeur d'un socle de votre armée. Par exemple, là, moi j'ai du 6 mm, alors que moi j'ai des socles de 40 mm sur 40. Donc si vous voulez vraiment être au plus près, ça voudra dire qu'une unité de mesure vaut par exemple 20 mm.
20 mm, je dis des bêtises, pas 40 mm, 20 mm. Donc 20 mm, ce serait l'unité de mesure. Donc soit vous faites les calculs, mais c'est un peu rébarbatif, soit vous faites vos propres réglettes. Alors, à l'usage, finalement, en 6 mm, le pouce fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est ce que recommande l'auteur, puisqu'il part du principe dans ses recommandations que les unités soient sur deux socles. Donc là, deux socles, c'est idéal, dans le sens où à déplacer, quand vous faites que deux gestes, un socle, deux socles, vous n'avez que deux formations, donc ce sera ligne ou colonne, on y reviendra plus tard. C'est pratique, si vous pouvez le faire en deux socles, c'est parfait. Vous pouvez évidemment faire du quatre socles et pas de souci. La seule contrainte, comme d'habitude, c'est que les deux adversaires aient la même largeur d'unité et fonctionnent avec le même système. Or, cela, vous faites à peu près comme vous voulez. Il y a des recommandations, cependant, comme à chaque fois. Alors, ces recommandations, pareil, je les trouve un peu bizarres. Mais je crois que je trouve de toute façon bizarre pratiquement toutes les recommandations, parce que chaque jeu a une différente. Il suggère qu'au-dessus de 20 mm, vous fassiez du 50 mm par socle, carré, donc 50 par 50, et que pour en dessous de 20 mm, vous fassiez du 50 par 25, donc deux fois moins profond, 50 sur 25. Je ne sais pas trop pourquoi, je suppose que c'est parce qu'en 28 mm, quand vous avez les deux carrés, encore que non, ça ne se justifie pas. Bref, je sais pas pourquoi il y a cette subtilité. Je n'ai pas regardé dans la FAQ, parce qu'il a une FAQ où il répond un peu à pas mal d'interrogations. Je sais pas si ce point a été soulevé, je sais pas. Mais toujours est-il que personnellement je joue en deux socles carrés en 6 mm et ça fonctionne nickel. Il n'y a vraiment pas besoin de chercher des noises, ça fonctionne très bien. Donc là, si vous voulez vraiment respecter son histoire de 50 par 25, donc profondeur deux fois moins importante que largeur, il faudrait déjà que je fasse du 4 socles. Mais une fois de plus, c'est gourmand en figurines, ça ne m'intéresse pas. On va rester avec deux, c'est très bien. Ça, c'est pour les recommandations. Pour ce qui est des donc largeur de socle, ça doit être votre unité de mesure. Il suggère de rester au pouce. Dans tous les cas, 2 pouces, 50 mm, donc grosso modo 2 pouces. Pour l'unité de mesure. Moi, pour le 6 mm, 1 pouce sera très bien. Donc, du coup, je ne vais plus utiliser les réglettes que j'ai fabriquées exprès, puisque en fait, le pouce fonctionne parfaitement. L'unité de mesure sera un petit peu plus grande que ma largeur de socle réelle, mais c'est pas grave. Ça fonctionnera très bien et du coup ça permet d'utiliser le mètre sans se casser la tête et sans faire de calcul. Donc voilà. Donc 2 socles pour l'infanterie et pour la cavalerie. Un socle pour l'artillerie. Et bien évidemment les commandants. Alors je vous suggère de distinguer le commandant général, le général en chef. J'ai fait des socles un peu plus gros. Et commandant de brigade ou brigadier ou tout simplement général tout court. Voilà, donc voilà ce qu'il y a à peu près. Pour les formations, comme dit, vous n'en avez que 2 dans le jeu. Ce sera ligne, autrement appelée formation de combat, ou colonne, autrement appelée formation de marche. Une artillerie déployée est dite en formation de combat, c'est l'équivalent de la ligne chez les fantassins. Une artillerie attelée est dite en formation de marche. Alors pour ce qui est du matériel, j'ai encore oublié quelques trucs. Donc vous aurez également besoin d'un D4. Alors ça, je trouve ça un peu dommage parce que tout le monde n'a pas un D4. Moi, je suis un rôliste, alors j'ai un D4. Sinon, c'est un peu compliqué. Je sais pas en quelle mesure ça devrait déséquilibrer de faire un D3. Sinon, vous lancez un D6 d'une autre couleur et 5-6, vous relancez. On fera comme ça. Mais bon, bref. En théorie, il faudra un D4. Ce D4 va être lancé lors de la phase la plus importante du tour. Et il vous permettra plusieurs choses. Premièrement, il départagera les égalités pour l'initiative. Deuxièmement, en cas de double, le camp qui a réussi un double en initiative recevra un nombre de points de dés de commandement égaux
égale au chiffre sur le D4. Et enfin, le D4 sert également à savoir si vous terminez le tour ou pas. Enfin, si vous terminez l'impulsion et donc le tour, ou s'il y aura une autre impulsion lors du tour qui suit. Je reviendrai sur ce que c'est l'impulsion et son rôle dans le tour, mais sachez que voilà, vous aurez besoin des 4. Intéressant également des marqueurs d'état pour vos brigades, puisque on ne les, a priori de ce que j'ai vu, on ne tire pas l'activation de la brigade dans la foulée du jeu, puisque ce n'est pas une activation alternée stricto sensu, même si la phase est assez dynamique. Donc ça peut être bien d'avoir des espèces de marqueurs d'état. Bon, moi j'utilise ceux-là. Donc noir ça bouge pas, blanc c'est activé normalement, et rouge ça a droit à... ça fait une attaque compulsive. Donc vous avez également 3 stades d'activation comme à Honors of War, même s'ils ne sont pas tout à fait pareils. Vous pouvez également avoir besoin de compteurs pour les blessures. Alors moi j'ai ceux-là pour le 28 mm, je ne pense pas les utiliser pour le 6 parce que c'est un peu énorme. Vous voyez ça prend quasiment... c'est quasiment plus gros que la moitié de l'unité, donc c'est assez disgracieux. Je vais essayer les mini-dés, ce sera peut-être mieux. Mais par contre, ce sera très bien pour les dés de commandement. Les dés de commandement, vous verrez, c'est une mécanique qui est propre à ce jeu. Ce sont en gros des bonus que vous pouvez utiliser, qui sont générés par votre commandant en chef, en fonction de comment il est... quel est son rang, s'il est bon ou pas. Et ces dés vous serviront à toutes sortes de choses, relancer des ralliements, relancer des combats, relancer l'initiative, ça peut servir à beaucoup de choses. Et ce faisant, vous pouvez donc les stocker pendant le tour, et il faudra les utiliser pendant le tour. L'auteur suggère d'avoir une tasse pour mettre vos dés dedans, l'autre solution étant un compteur, donc celui-ci par exemple pourra servir à compter les dés de commandement. Voilà, c'était tout pour le matériel, on passe à la suite. Voilà, la cavalerie, même soclage. A noter que vous avez des distinctions, on va y venir, donc passons aux unités. Pour ce qui est des unités, vous avez donc d'un côté les réguliers, de l'autre côté les irréguliers, et à part l'artillerie. Les réguliers, vous avez les réguliers d'infanterie, l'infanterie de ligne, la garde, enfin les gardes, les grenadiers, ce genre de choses. Les réguliers de cavalerie distingués en 2 groupes. Cavalerie lourde, avec les cuirassiers, éventuellement les dragons, ça dépend. Et en cavalerie légère, hussards ou dragons, ça dépend des listes en fait. Ils sont classés soit en léger, soit en lourd, selon les nationalités. Et enfin, vous avez les irréguliers, infanterie régulière, les Grenzer, les Freikorps, les Jäger, les Pandours, ce genre de choses. La cavalerie régulière, les Cosaques, les Bosniaques, et éventuellement les hussards selon le cas aussi. Ils peuvent être classés en cavalerie régulière plutôt que comme cavalerie légère. Pour ce qui est de l'artillerie, vous avez 3 types. L'artillerie dite lourde, plutôt artillerie à pied, on va dire. Les obusiers et l'artillerie à cheval, artillerie montée, qui a sa propre catégorie. Voilà, donc ça c'est les catégories d'unités. Ensuite vous avez les commandants. Donc vous avez 2 types de commandants, vous avez les commandants de brigade, les brigadiers ou général tout court, et général en chef ou commandant d'armée, qu'il vous faudra distinguer, qui n'ont pas la même utilité, la même vocation. Pour ce qui est des unités, vous noterez qu'il n'y a pas la formation dispersée, contrairement à Black Powder par exemple. Oui, donc plus ou moins, si vous voulez avoir la formation dispersée, il vaut mieux le faire sur le socle en le montrant, par exemple, en dispersant vos unités. Là, je l'ai fait sur mes pandours, là, par exemple, sont dispersés pour montrer que c'est de l'infanterie irrégulière. Donc, ils agissent en tirailleur. Et à l'inverse, donc, les réguliers, je les mets en ligne serrée sur grappe. Voilà. Mais évidemment, vous pouvez faire la même chose en 28 mm. Sinon, si vous utilisez 4 socles, vous pourrez toujours faire comme bon vous semble.
Mais en tous les cas, ça n'a pas une grande importance. Les deux formations que vous utilisez dans le jeu, c'est généralement formation de marche, la colonne, formation de combat, la ligne. Pour la cavalerie, c'est pareil, hein, il n'y a pas de double ligne comme à Honors of War. Donc la formation, ce sera soit ligne, soit colonne. Au moins, c'est très simple. Il n'y aura pas trop à vous arracher les cheveux avec les formations. Bien, passons maintenant aux commandants. Donc les commandants, enfin plutôt on va passer aux caractéristiques des unités. Donc caractéristiques des unités. Chaque unité, alors si vous vous souvenez bien, à Honors of War, vous aviez deux éléments, le type et la qualité. Ici c'est un peu pareil, vous avez un type, donc infanterie régulière, cavalerie légère, cavalerie lourde, ce genre de choses. Et vous avez des points de force. Ces points de force, Strength Point en anglais, PF en français, hein, pour faire court ici, représenteront un amalgame entre le nombre, l'entraînement et le moral de l'unité. Ils servent à la fois de points de vie en tant que tel, mais également de nombre d'attaques au tir et de valeur de combat en mêlée. C'est une seule caractéristique pour tout. Évidemment, si vous perdez des points de force, vous perdez simultanément des attaques pour votre tir et une valeur de mêlée. Donc ces points de force sont très importants et ce sera la seule caractéristique que l'unité aura. Pour ce qui est des commandants, les commandants n'ont pas ce type de caractéristiques, ils n'ont pas de points de force. Par contre, ils ont un niveau de compétence qui détermine en fait leur habilité à manœuvrer leurs troupes, leurs brigades. Les commandants d'armée ont également un niveau de compétences, contrairement à Honors of War. Donc vous pouvez avoir des généraux d'armée qui sont médiocres, d'autres qui sont moyens, d'autres qui sont bons et d'autres qui sont excellents. Donc les 4 niveaux, c'est médiocre, moyen, bon, excellent. 4 niveaux. Ce niveau va donc permettre aux généraux d'armée de moduler le nombre de dés de commandement auxquels ils auront droit. Pour les brigadiers, par contre, ils sont représentés par des bonus pour les tests d'activation de brigade. Donc si vous êtes médiocre, vous avez -1. Si vous êtes moyen, vous avez 0. Si vous êtes bon, vous avez +1. Et si vous êtes excellent, vous avez +2. Voilà. Et pour les généraux d'armée, ça se traduit par le fait d'avoir plus ou moins de facilité à obtenir des points des dés de commandement. Bon, on verra ça quand on en arrivera aux généraux. Voilà. Les généraux ont également 2 traits qui sont optionnels, vous pouvez très bien ne pas les avoir, qui peuvent être tirés lorsque vous créez la liste avec la liste d'armées, lorsque vous faites votre armée, vous générez les niveaux de commandement de vos troupes à travers un tableau qui ressemble à celui de Honors of War. En fonction de votre nationalité, vous aurez plus de facilité à avoir des bons commandements ou pas. Donc ça, c'est à peu près pareil. D'ailleurs, je dis une bêtise, hein, pour les commandants, vous pouvez aller à -2. Vous pouvez avoir très mauvais, en gros. -2, -1, 0, +1 et +2. Donc vous pouvez avoir 4 niveaux. Et autant vous dire que si vous avez -2, ça va être difficile, sans dés de commandement, de bouger votre brigade. Voilà, donc une fois que vous avez généré vos niveaux pour vos commandants, vous faites un jet pour savoir si ce sont des subordonnés exceptionnels. Subordonnés exceptionnels dans le sens où ils sont capables d'appliquer à la lettre les ordres et de se démerder à peu près toutes seules, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Ça se traduira par le fait qu'ils peuvent relancer un dé de leur jet de commandement. Donc selon la liste d'armées que vous avez, elle sera susceptible plus ou moins de générer des commandants exceptionnels. Par exemple, les Autrichiens peuvent en avoir sur 5+. Les Prussiens peuvent en avoir sur, sur 4+. Les Français sur 6. Bon, ce genre de choses. Et enfin, l'autre trait que vous générez aléatoirement, c'est
si votre subordonné sera vaillant. Alors, vaillant, ça veut dire qu'il est du genre à se jeter dans la mêlée et qu'il sait particulièrement bien motiver les troupes en mêlée. Donc, si votre général a le trait vaillant, qui s'obtient sur un 6+, eh bien, vous pourrez le faire assister une mêlée, avec évidemment des risques pour lui, et il augmentera de 1, 2 ou 3 le niveau de combat de votre unité lors de la mêlée qui suit. Unité qui doit être dans son rayon de commandement. Donc voilà. Voilà pour la présentation des caractéristiques des commandants et des unités. Je vais faire un topo sur les listes d'armées, puisqu'on va essayer de créer sa liste. Les listes d'armées se présentent de la façon suivante. On va prendre la première. Donc, par exemple, Autriche, qui représente le Vanilla, là aussi, pour la guerre de 7 ans. Vous noterez dans un premier temps que vous disposez d'une base de points d'armée. Alors, les points d'armée ici sont fixes, mais sachez que vous pouvez tout à fait les modifier vers le bas ou vers le haut, en conservant les proportions entre les différentes armées. Ici, ce qui est recommandé, c'est si votre général d'armée est un général excellent, vous devriez avoir 150 points à dépenser dans votre armée. Évidemment, parce que le talent du général d'armée influence grandement la qualité de toutes les troupes qui se trouvent à l'intérieur, puisqu'il peut influencer avec d'autant plus de dés de commandement. A l'inverse, vous voyez, si vous prenez un général médiocre, vous pouvez avoir beaucoup plus de points. Vous avez 100 points de plus que pour un général excellent. Il y a également une limite pour la cavalerie, donc grosso modo c'est à peu près 40%, si je calcule bien. C'est entre 40 et 50% à peu près. On va s'orienter pour un général moyen chez les Autrichiens, donc on aura 210 points. Par contre, on va jouer une partie un peu plus petite, donc on va décider de diviser par 2, et donc de faire, disons, 105 points. Si je prends donc mes 105 points à dépenser, vous voyez que je dispose de 2 autres tableaux. Le premier concerne les commandants, plutôt les sous-commandants, pardon, donc les généraux de brigade. Ça vous indique les tranches de qualité que vous pouvez avoir en termes de subordonnés. Donc, une fois que vous aurez fait vos brigades, que vous aurez réorganisé votre armée à la fin de la procédure, vous lancez un dé. Si votre général est un général de brigade d'infanterie, bah vous lancez sur cette ligne-là. Donc sur un 1, il est super mauvais. Sur un 2, 3, il est à -1. Sur un 4 à 5, il est moyen. Et sur un 6, il est bon. Et aucune chance d'avoir excellent. Les généraux de cavalerie, c'est différent. Ils sont de meilleure qualité. Il n'y a aucune chance d'avoir un général très mauvais. En revanche, vous avez une chance d'avoir un général excellent. Puisque du coup, l'ensemble est déplacé d'un cran vers la droite. Le jet pour le subordonné exceptionnel est à 5+. Donc si vous regardez la liste à côté, chez les Anglais, c'est grosso modo les mêmes. Mais si maintenant vous décidez de faire une liste française, par exemple, voilà, vous avez beaucoup plus de difficultés. Par exemple, vous pouvez pratiquement vous n'avez jamais de subordonné exceptionnel, des générales excellents, et vous aurez un subordonné exceptionnel que sur un 6. Voilà. Alors qu'à l'inverse, chez les Prussiens, c'est sur 4+ le subordonné exceptionnel, et le tableau est unifié pour l'infanterie et la cavalerie. Vous avez un tableau très favorable où vous n'avez qu'une seule chance d'avoir un mauvais commandant. Sur un 2+, vous avez déjà un commandant moyen, 3 à 5, un bon commandant, et 6, un excellent commandant. Voilà. Ensuite, vous avez la liste des troupes. La liste des troupes vous donne la caractéristique de chaque unité. Donc les unités reçoivent des points de force de départ. Donc, par exemple, si je vais... là, c'est les Français, on a dit qu'on allait peut-être voir les Autrichiens. Enfin, oui, bon, peu importe. Si on reste chez les Français, donc vous voyez que les grenadiers et les gardes sont à 7. Les régiments, les vieux et les petits vieux, donc les vieux corps, sont à 6. Les autres régiments d'infanterie de ligne à 5.
L'infanterie étrangère est notée à 6, mais comme vous notez, il y a une couleur et il y a un petit acronyme ici, WAS, pour War of Austrian Succession, donc guerre de succession d'Autriche. Ça veut dire que si vous jouez en théâtre guerre de succession d'Autriche, vous pouvez noter les régiments français et étrangers tous ensemble à 6 plutôt qu'à 5, ce qui représente le fait que la qualité était moindre entre la guerre de 7 ans et la guerre de succession d'Autriche. Dans la guerre de succession d'Autriche, les régiments, les vieux corps seulement, ont encore un niveau moyen, on va dire. La plupart du reste de l'infanterie de ligne est moins bonne. Donc ça, ce sont les points de force. Vous avez la même chose pour la cavalerie. L'artillerie est ici. L'artillerie n'a pas de point de force puisqu'elle ne se bat pas. La deuxième colonne représente le type. Donc RI pour régular infanterie, infanterie régulière. Ici, les volontaires, par exemple, sont II, irrégular infanterie. La cavalerie d'élite de la garde est heavy cavalry. Les régiments de cavalerie de ligne, heavy cavalry, cavalerie lourde donc. Les dragons sont considérés comme de la light cavalry. Vous voyez, ils ont un point de force très faible. Si vous regardez chez les Autrichiens, la cavalerie est exceptionnelle en comparaison. Le cuirassé est à 7, le dragon à 6, les hussards sont à 7 en guerre de succession d'Autriche, donc ils sont vraiment excellents. Bon, après, ils sont handicapés du fait qu'ils ont le type cavalerie régulière, mais quand même, 7 points de force, c'est énorme. Vous voyez, il peut y avoir une grosse différence d'une liste d'armée à l'autre. L'artillerie, donc ici vous avez l'artillerie lourde, je crois qu'il n'y a que les Prussiens qui ont de l'artillerie à cheval ici, et que pour la guerre de 7 ans. Pour ce qui concerne les notes, là, donc ça vous intéresse, si ça vous intéresse, donc SIYW 7 Year Wars, ça veut dire c'est une unité spécifique à la guerre de 7 ans. S'il n'y a rien de marqué, vous pouvez l'utiliser sur les deux théâtres d'opération. Si vous avez WAS, uniquement à la guerre de succession d'Autriche. Ensuite, vous avez des fois marqué No AT. Ça veut dire que cette unité n'a pas besoin de réussir un jet d'attaque pour attaquer. Normalement, vous verrez dans ce jeu, l'infanterie n'attaque pas automatiquement. C'est le privilège de la cavalerie. La cavalerie peut attaquer sans prérequis. L'infanterie aura une double condition. La première, ce sera d'avoir déjà tiré pour affaiblir l'ennemi, ou pas d'ailleurs, mais tirer sur l'ennemi. Et ensuite, elle doit réussir un test d'attaque, test d'agressivité, peu importe, qui est fonction de sa force actuelle. Plus vous êtes affaibli, moins vous avez envie d'aller vous empaler sur le mur de baïonnette d'en face. Donc voilà. Certaines unités, cependant, comme vous voyez, les grenadiers ici, ne requièrent pas de test d'attaque. Donc vous avez toujours besoin de tirer sur votre cible au préalable, mais vous n'avez pas besoin de faire de test d'attaque une fois que c'est fait. Donc voilà. Ensuite, la dernière colonne, minimum, maximum, ça représente le maximum d'unités que vous pouvez avoir dans votre armée. Donc par exemple les grenadiers, vous ne pouvez en avoir que 3. Et lorsque le chiffre est en parenthèse, c'est un prérequis. Ça veut dire que par exemple pour les infanteries françaises de ligne, vous devez avoir au moins 4 unités. Donc vous voyez, s'il n'y a pas la parenthèse, c'est un maximum. S'il y a la parenthèse, c'est un minimum que vous devez avoir. Les points représentent les points représentés par chaque unité. Unité de grenadier vaut 10 points, unité de régiment étranger vaut 8, etc., etc. Ici, vous avez les règles spéciales de l'armée. Par exemple, ici, on vous indique, voilà, règle numéro 1, donc les réguliers français récupèrent leur point de force en lançant égal ou inférieur à leur point de force actuel, plutôt que strictement inférieur, ce qui leur permet donc de récupérer même une blessure, enfin même leur dernière blessure. C'est quand même pas mal. Et 2, un commandant, une armée française complète un jour complet de bataille, même s'il a été poursuivi. Résolvez d'abord les poursuites, puis ensuite procéder au ralliement, cadre, fusion, etc. Ça, c'est pour la procédure d'après-bataille, on verra plus tard. Si on a l'opportunité d'arriver jusqu'à ce point-là. Pour ce qui est des alliés, donc ici on vous indique en guerre de succession d'Autriche, en allié mineur, vous pouvez avoir la Bavière, la Reichsarmee, la Saxe. Vous avez également des petites notes de bas de passe qui vous permettent de préciser certains points. Donc le
lorsque c'est le cas, c'est indiqué là. Donc, par exemple, ici dans les notes, vous avez la note 1, vous la retrouvez ici, il vous explique dans une complexité typique du style Bourbon, les régiments d'infanterie avaient des compagnies de grenadiers, mais également contribuaient aux grenadiers royaux, qui eux-mêmes servaient de vivier aux grenadiers de France. Voilà, c'est des petites précisions historiques, mais en tout cas, avec ceci, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour faire une liste tout à fait convenable en français, par exemple. Donc là, j'ai pris les français. On va faire deux listes, éventuellement on pourrait faire deux listes de français et deux listes de brito-hanovriens, ça pourrait être sympa pour changer, puisqu'on voit beaucoup les prussiens et les autrichiens, mais on peut peut-être faire ça pour changer. Donc je vais composer deux listes et puis on passe à la suite. Voilà, les listes d'armées sont faites, donc j'ai fait une liste d'armées avec les français. Alors finalement j'ai pas divisé par deux parce que ça fait vraiment pas beaucoup de points. J'ai fait x 0,75, donc 3/4 des points environ, pour chacun des deux généraux. Donc, notre force française sera dirigée par le marquis de Beaupré, qui sera donc un commandant moyen. Il a droit à 165 points, répartis de la façon suivante, en 4 brigades. La première, ici, où est-elle ici, ouais. Donc, Monsieur d'Anteron, avec la garde suisse, la garde française et une infanterie de vieux corps. Donc en fait ce sera la division d'élite. Ensuite, le marquis de Montbrisson ici, avec donc 6 infanteries françaises standards. Monsieur d'Oricourt avec la cavalerie, qui dispose donc d'une cavalerie assez pléthorique. Hein. Vous avez 2 gardes, ce sera les 2 régiments bleus, 3 cavaleries de ligne en blanc. Ensuite, une division légère, entre guillemets, dirigée par Monsieur de Fronsac, des hussards, des dragons et des volontaires. À ceci, on rajoute 3 artilleries. Alors, les artilleries sont un peu à part parce que vous devez faire un choix en début de partie. Soit vous considérez que l'artillerie est indépendante. Dans ce cas-là, vous la faites directement commandée par le général en chef. Elle représentera une brigade à elle seule, qui bougera automatiquement, mais en échange, elle consommera obligatoirement un dé de commandement du général en chef pour pouvoir être déplacée ce tour-ci. L'autre possibilité de répartir, comme d'habitude, comme on fait à Black Powder par exemple, l'artillerie à l'intérieur des brigades. Dans ce cas-là, vous les répartissez, vous les mettez dans les différentes brigades, et dans ce cas-là, c'est le général de brigade qui doit superviser le déplacement de l'artillerie. Lorsque c'est le cas, la contrainte, c'est que le général de brigade doit se mettre au contact d'une pièce pour la déplacer. Donc c'est un peu plus contraignant. Par contre, ça vous permet un peu plus de souplesse dans la répartition de vos pièces. Ici, j'ai décidé de les garder sous le commandement du général. Donc voilà. On va tirer aussi maintenant que les brigades sont faites et l'armée est faite, on va tirer les niveaux de compétences des généraux. Donc on va commencer par Monsieur d'Anteron. On va lancer un des 6. On va regarder comment il est. 3. 3, c'est un général d'infanterie. Il est donc mauvais, -1. Ensuite, je lance un dé pour voir s'il est vaillant, sur un 6. Oui, par contre il est vaillant, il veut bien donner de sa personne. Donc je mets un petit V à côté de son nom. Et sur un 6, c'est également un subordonné exceptionnel. Non. Donc vous voyez, ça permet vraiment de personnaliser vos généraux en allant finalement assez vite. Hein. Monsieur de Montbrisson, ici. Son dé, 3 également, il est mauvais. Est-il vaillant? Non. Est-il exceptionnel? Non. Donc lui, il est juste mauvais, rien de plus. Ensuite, nous avons Monsieur d'Oricourt, qui dirige la cavalerie. Donc la cavalerie est dans une autre ligne, puisque là, il y a moins de généraux mauvais dans la cavalerie. Je lance un dé. Donc là, 3, 4, il est standard, moyen. Est-ce qu'il est vaillant? Non. Est-ce qu'il est exceptionnellement doué? Non. Donc lui, il est simplement moyen.
Et enfin, Fronsac, qui a une division un peu mixte, je vais le prendre en cavalerie. 1. Eh ben, il est mauvais. Il est mauvais. Par contre, il est vaillant. Et c'est un subordonné exceptionnel. Donc, il est exceptionnel et vaillant. Donc, pour noter, vous mettez le chiffre à côté du nom dans votre liste d'armées. Vous mettez un V pour dire qu'il est vaillant. Et vous pouvez mettre un astérix pour dire, pour dire qu'il est subordonné exceptionnel. Il pourra relancer un dé de commandement. Voilà pour les Français. Passons aux Anglais. Ici. Donc, côté anglais, c'est plus petit, hein. Monsieur Henley, Lord Henley, ici, sera donc un commandant bon. Il a plusieurs brigades, donc il a Lord Rachley, qui est ici et qui commande 3 infanteries britanniques. On va tirer son degré de compétence également. Donc chez les Britanniques, 5 pour l'infanterie, il est moyen. Donc il a 0. Est-il vaillant? Oui. Est-il exceptionnel en compétences? Oui. Il a tout, monsieur Ratchley. Il n'est juste pas spécialement doué en termes de manœuvre. Ensuite, nous avons von Narwitz, qui se trouve ici. Non, ici. Et qui va diriger 3 infanteries hanovriennes. Non, ça va être lui. Voilà. Comment est-il, lui? 6. 6 pour de l'infanterie, il est bon, plus 1. Est-il vaillant? Non. Est-il compétent? Non. Enfin, subordonné exceptionnel non plus. Ok. Ensuite, Ferguson dirige la cavalerie britannique, ici, avec donc une unité de dragons britanniques. Alors, c'est pas les mêmes dragons que... En gros, c'est de la cavalerie de ligne. La cavalerie de Hanovre et des dragons de Hanovre. 5 pour une cavalerie, il est bon, plus 1. Est-il vaillant? Non. Est-il un subordonné exceptionnel? Oui. Donc on a un petit astérisque. Voilà. Et enfin, Heinrich, ici, dirige un pack de grenadiers de Hesse, un pack de fusiliers de Hesse et une unité de la Légion britannique, donc des tirailleurs. 4 pour l'infanterie. Moins 1, il est mauvais. Et donc, est-ce qu'il est vaillant? Non. Subordonné compétent? Non. Voilà, les armées sont prêtes, on peut y aller. Donc, avant de commencer la partie, mais après avoir créé les armées, on va s'occuper des actions de reconnaissance. Pour ceci, on va faire un jet de reconnaissance qui consiste à lancer un des 6 pour chaque joueur et à ajouter les bonus suivants. Plus 1 pour chaque unité de cavalerie légère ou irrégulière qu'il y a dans son armée. Alors côté français, il y a les dragons, les volontaires et les hussards. Et côté britannique, il y a les dragons hanovriens et la Légion britannique. Plus 3 pour les français, plus 2 pour les brito-hanovriens, auxquels on rajoute un bonus en fonction de la qualité du commandant. Les commandants bons rajoutent plus 4, donc le britannique aura plus 4, ça fera plus 6 en tout. Et le commandant français qui est moyen ajoutera plus 2, donc ça fait 5. Plus 6 contre plus 5. Voilà. Donc les britanniques ont fait 7 et les français ont fait 8. Donc finalement, ce sont les français qui remportent le dé. Alors, si un camp a obtenu plus que l'autre, il dispose d'un avantage dit local, et s'il avait scoré le double, il aurait eu un avantage total. Donc là, les Français ont été un peu meilleurs à la manœuvre, mais pas encore de façon trop excessive. Le joueur qui a l'avantage va donc choisir 2 maps dans le paquet de cartes, qui est là, et il pourra en choisir 2 autres. Donc il va en tirer
aléatoirement 2 et en choisir 2. Avantage local. Donc si le joueur a l'avantage local, il doit permettre à son opposant de choisir laquelle des 4 cartes va être utilisée pour la bataille. L'opposant peut choisir de ne pas choisir, en donnant ainsi, en laissant le choix au joueur qui dispose de l'avantage local. Quel que soit le joueur qui choisit la map, le joueur en opposition à celui qui a choisi la map aura plus 2 sur le modificateur pour le jet de mise en place qui viendra après. Une fois la carte choisie, les joueurs font un jet de mise en place avec un des 6. Le joueur qui n'a pas choisi donc reçoit un plus 2. Et en cas d'égalité, c'est le joueur avec l'avantage local qui remporte la victoire. Le vainqueur de ce jet-là choisira laquelle des longueurs de table il souhaite prendre comme zone de déploiement. Dans tous les cas, le joueur qui n'a pas l'avantage devra se déployer en premier. Sa zone de déploiement ira de son bord de table jusqu'à une totale de 6 longueurs de socle. Allons-y. Alors, on va choisir deux jets, avec à chaque fois un noir et un. Ok. Alors. Celui-là avec celui-là. Donc, finalement, le joueur allié a donc éventuellement le droit de choisir parmi les 4 lequel des champs de bataille il souhaite. Donc, on va décider de s'opter pour celui-là. Et donc, les Français auront plus 2 pour choisir leur longueur de table puisqu'ils n'ont pas choisi le terrain. Donc, c'est les Français qui choisiront leur longueur de table. Okay. On va préparer le terrain. Voilà, donc j'ai fait le déploiement pour les 2 armées, en commençant par l'armée alliée. Donc ici, la brigade britannique est là, cavalerie ici, brigade hanovrienne et Essois avec légion britannique. Les canons sont attelés, prêts à avancer. Alors, les distances sont... c'est pas du tout comme à Honors of War pour le coup. Hein. Là, il va vraiment falloir avancer pour se mettre à portée de tir. Si vous installez les canons là derrière, vous toucherez rien du tout. Hein. Donc, là, sans doute, mon terrain est un peu trop profond par rapport à ce qui est préconisé, très certainement. Mais bon, ça fera l'affaire également. Côté français, donc, nous avons l'infanterie principale ici. Celle de notre ami Montbrisson, l'artillerie ici, dételée également à côté du général. Les unités légères de Fronsac sont là. Danteron avec la réserve est là. Et Auricourt avec la cavalerie est là derrière, histoire de profiter un peu de la plaine là-bas, puisque bon, j'ai un peu pimpé le terrain par rapport au truc, parce que ça me semblait un peu vide, c'est un peu dommage. On est là aussi un peu pour l'esthétique, ma foi. Et bien maintenant, il s'agit pour terminer, de déterminer l'heure à laquelle la bataille a lieu. Vous avez vu, la procédure de mise en place est beaucoup plus complexe que ce qu'on a habituellement. D'un autre côté, elle est vachement riche. Donc déjà, le jeu va gérer le temps. C'est-à-dire que les tours correspondent à des heures de la journée, ou à une tranche horaire de la journée. Et donc, des fois, vous pouvez commencer direct au tour 2, etc., ou au tour 3, selon que votre bataille se déroule en début de matinée ou en fin d'après-midi. Et donc, alors vous pouvez le faire aléatoirement, ou évidemment, dans les scénarios historiques, vous faites comme dans la réalité historique, évidemment. Là, on va tout faire aléatoire, histoire de tester. Donc, on va établir l'heure de départ. 6, oula, c'est une bataille tardive. Ce sera l'après-midi. On a déjà commencé au tour 4.
Donc, on va mettre un petit dé ici, pour signifier que nous sommes déjà au tour 4. Alors, pas de panique, vous verrez que le tour ne signifie pas forcément l'alpha et l'oméga du jeu, puisqu'il y a une phase principale dans le tour que vous pouvez répéter plusieurs fois. Donc, potentiellement, un tour peut durer très longtemps ou peut durer juste le temps d'une phase. Ensuite, on va gérer également la météo. Donc pour ce qui est de la météo, je ne sais pas comment ça va se passer, on va regarder. Donc pour ce qui est de la météo, donc c'est optionnel, hein, vous pouvez jouer sans, hein, évidemment. On va jouer 1-2 le printemps, 3-4 l'été, 5-6 l'automne, ce sera l'automne, donc on va combattre pendant l'automne. Et pour ce qui est du temps, bon, vous pouvez choisir les latitudes à laquelle se passe la bataille, froide, chaude ou tropique. Bon, je pense qu'on va prendre froide. Donc dans la table automne, allons-y. 6. 6. Ensoleillé. Donc ce sera une journée ensoleillée d'automne. Alors si on avait eu un temps couvert, ça aurait réduit la durée de la partie à 6 tours, donc ça aurait été court. Mais ça n'aurait pas eu d'autres effets. Par contre, si on avait eu des précipitations, que ce soit de la neige, de la pluie, du brouillard, peu importe quel type de précipitation, eh bien ça aurait eu un effet sur le tir, évidemment. Là, du coup, ensoleillé. Donc, météo ensoleillé, 7 tours. Et on est en automne, donc du coup il y aura en gros 3 tours à jouer. Alors ne vous effrayez pas, un tour contient plusieurs phases d'impulsion qui sont les phases principales où les unités boost, tirent, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura 3 tours et c'est fini. De plus, quand on arrivera au 7ème, ça ne veut pas dire que la partie s'arrête. À partir du 7ème, on lance le dé pour savoir si la nuit tombe en gros. Et c'est seulement à partir de là que la partie s'arrêtera. Voilà, on a vu la mise en place, on va pouvoir commencer avec le début du jeu, et notamment la séquence de jeu. Ok, donc la séquence de tours, donc à Might and Reason, elle se divise en 2 principales phases, une première assez courte et une deuxième plutôt longue, qui est l'essentiel du jeu. La première, donc, c'est la phase de commandement, où les 2 joueurs lancent pour générer les dés de commandement. Donc les dés de commandement, je vais vous dire ce que ça fait. Donc chaque général d'armée va lancer autant de dés que son niveau, donc s'il est médiocre 1 dé, s'il est moyen 2 dés, s'il est bon 3 dés, et s'il est excellent 4 dés. Donc dans le cas qui nous occupe ici, le général brito-hanovrien est bon, il a donc 3 dés, et le général français est moyen, il aura 2 dés. Voilà. Vous lancez le dé et le total représente le nombre de dés de commandement, ou de points de commandement si vous utilisez un compteur, que vous pourrez utiliser durant ce tour. Ensuite, vous testerez pour l'initiative. Lors de la phase d'initiative, c'est pour savoir qui aura la préséance en termes de mouvement et de tir. Puisque les segments mousqueterie et phase principale joueur actif et joueur réactif sont alternés. Il y a juste le segment d'artillerie qui lui est simultané. Donc les artilleries sont considérées comme tirant dans l'état où ils sont au début de la phase. Voilà. Donc ensuite vous avez une phase, vous avez déterminé une initiative qui s'appelle l'impulsion. Cette phase-là, elle sera décomposée en plusieurs segments. Donc d'abord il y aura la mousqueterie, puis l'artillerie, qui sont séparés donc. Donc d'abord on fera tirer les mousquets, ensuite l'artillerie. Sachant donc que ceci représente la phase de tir, donc vous avez dans ce jeu le tir avant le mouvement. Ensuite vous avez la phase d'action du joueur actif, donc celui qui a remporté l'initiative peut jouer en premier. Il contrôle donc, il jette des tests pour activer ses brigades, puis il les joue, il fait le mouvement et la mêlée de son tour. Ensuite c'est le joueur réactif qui fait de même pour ses unités. Une fois ceci fait, on a une petite phase où on retire les marqueurs, notamment le marqueur de suppression de l'artillerie. Puis, on relance l'initiative pour le tour suivant, sachant que l'initiative, on y viendra après, il y a un petit twist avec le D4, le fameux D4,
Euh, si vous en gros, si le D4 est inférieur au nombre de tours qui vient, au numéro du tour de l'impulsion qui vient de se terminer, ou au nombre d'impulsions qui ont déjà été faites dans le tour, si vous préférez, là, le tour s'arrête et on passe à un nouveau tour. Donc là, on tournera le dé, ce sera le tour 5 si ça arrive. Sinon, bah, on refait une impulsion, et etc., etc. Donc vous pouvez avoir plusieurs phases principales à l'intérieur d'un même tour, mais vous ne savez pas vraiment combien vous pouvez avoir, ce qui donne un côté aléatoire, un peu... ça permet de contrôler un peu moins et d'avoir moins de prise sur le temps. Alors on va commencer par cette fameuse phase de commandement. Donc les deux généraux vont lancer les dés. Donc les dés de commandement, vous pourrez les utiliser pour soit envoyer des ordres au commandant, ce qui permettra de fiabiliser les jets d'activation, soit relancer un dé de combat pendant la mêlée, soit relancer un test d'attaque si jamais votre unité c'est pour l'infanterie généralement doit faire un test d'attaque pour pouvoir attaquer en mêlée, et si vous le ratez, vous pouvez utiliser des dés de commandant pour le relancer. Vous pouvez également influencer un ralliement, en relançant donc un dé de ralliement, influencer l'initiative de chaque tour aussi, de chaque impulsion, avec vos dés de commandement. Et vous pouvez également déplacer votre artillerie si vous avez choisi, comme moi, de la jouer sous le commandement direct du général d'armée. Donc là, c'est le cas ici, dans les deux cas, l'artillerie sera sous le commandement direct du général d'armée. Donc on va commencer par générer les dés de commandement. Oula, c'est très mauvais pour le français. Alors le français va se trouver avec deux pauvres dés de commandement que je vais utiliser là. Tandis que le brito-hanovrien en aura 12. Sacré écart. Donc là, ce tour-ci, heureusement qu'il n'y a pas une grosse mêlée en prévision, parce que côté français, ça va être compliqué s'il fallait utiliser du dé de commandement. Une fois ceci fait, on lance l'initiative pour la première impulsion. Donc l'impulsion, je rappelle, c'est la phase principale, c'est celle où il se passe des choses. C'est en gros un tour dans le tour. Lorsqu'on va générer pour l'impulsion, chacun des joueurs va lancer 2d6 pour l'initiative. Et un des deux joueurs, peu importe lequel, lance également le D4. Vous lancez le dé. Voilà. Donc, on va lancer, il est cassé. Voilà. Donc le D4 a fait 2. Au minimum, il faut au minimum qu'il y ait une impulsion. Donc c'est pour ça qu'il faut être strictement en dessous du nombre d'impulsions pour arrêter le tour. Donc il n'y a aucune chance qu'il ne puisse y avoir 0 impulsion, je précise. Voilà. Donc là, ce qui se passe, le français a fait 8. Le hanovrien a fait 5. Et le D4 a fait 2. Peut-être zoomer. Je ne sais pas si on verra. Voilà. Donc là, si le hanovrien veut prendre l'initiative, il a la possibilité de dépenser des dés de combat pour relancer les dés d'initiative. Ça n'a pas un grand intérêt ici, dans le sens où il n'y a pas une mêlée ou un tir qui nécessiterait absolument d'avoir l'initiative, je pense, à ce tour-ci, donc je ne pense pas le faire. Mais si jamais il devait y avoir une égalité, c'est-à-dire si maintenant le hanovrien avait obtenu également 8, c'est le D4 qui départage. Comment est-ce qu'il départage ? Tout simplement, ça aurait pu être plus simple, c'est sûr, mais bon, le jeu le fait comme ça. Si le D4 a donné un résultat impair, c'est le joueur qui l'a lancé qui reçoit l'initiative. S'il a un chiffre pair, c'est celui qui n'a pas lancé, qui ne l'a pas lancé, lui, qui tranche l'initiative. Voilà, qui prend l'initiative. Voilà. Maintenant, également, si vous obtenez un double sur votre jet, vous recevez autant de points de commandement, bonus, que le nombre du D4. Là, ça tombe très bien pour le français. On avait besoin de dés de commandement. Pouf, je passe à 4 commandements. Ça permet un peu d'apporter un peu d'aléa là-dedans et éventuellement de permettre de régénérer la réserve de dés. Ici, donc, les Français vont prendre l'initiative. Comme ils ont pris l'initiative ce tour-ci,
Et ben, au prochain jet d'initiative de ce tour, s'il y en a un, le hanovérien aura un bonus de plus 1 au jet d'initiative. Pour équilibrer un peu. Donc en gros, celui qui n'a pas eu l'initiative reçoit un bonus qui va se cumuler. Je crois qu'il y a un maximum de plus 2 ou de plus 3 par contre. Donc voilà. Donc comme dit, si j'avais obtenu 1, je rappelle, hein, pour le premier lancer, vous ne pouvez pas arrêter l'impulsion. Hein, donc il y aura minimum une impulsion dans le tour, bien sûr. Mais si j'avais obtenu 1, si maintenant on était à la deuxième impulsion, là comme je viens d'obtenir un 2, ça s'arrêterait. Puisque ce serait inférieur ou égal. Et voilà. Ok, donc on passe à la phase suivante. Le tir, avec les segments mousqueterie et artillerie. Donc ici, on n'a rien à tirer d'aucun côté, on n'est absolument pas à portée de mousquet, absolument pas à portée d'artillerie. Je vais cependant vous faire un petit topo sur les portées. Pour ce qui est des portées de tir, vous verrez, elles sont assez rikiki. Hein. Mais par contre, du coup, elles sont proportionnées au terrain et en adéquation avec la taille des unités hein, et du décor. L'infanterie régulière, donc le mousquet, courte des mousquets, c'est une ligne de socle, donc 1 pouce, je rappelle, puisque je joue à 1 pouce égale une ligne de socle, une largeur de socle, pardon. Et 2 pour avoir la portée maximum. Donc la portée maximum d'un mousquet sera ça. Hein. Attendez, je vais dézoomer. Donc voilà, donc la portée maximum d'un mousquet, ce sera ça. C'est pas beaucoup. L'artillerie, par exemple, ça peut tirer jusqu'à 8. Donc 8 pouces, ça pourra tirer jusque là. Donc si vous vous mettez sur la colline là-bas ou sur celle-là et que l'ennemi est là-bas, bah, vous touchez pas. Il faut vraiment bouger dans ce jeu. L'artillerie à cheval à 6 largeur de socle. Et puis c'est à peu près tout en fait. C'est les seules portées qu'il y a dans le jeu. Donc c'est relativement simple. Vous n'avez que ça à retenir. 1 ou 2 pour les mousquets. 6 pour l'artillerie à cheval en maximum et 8 pour les mortiers, enfin les obusiers et l'artillerie lourde. Donc c'est facile. Là, il n'y a rien. Donc on va commencer par la phase du joueur actif, donc le français, qui va pouvoir déplacer son armée. Avant de déplacer son armée, il faut faire les tests d'activation des brigades. Donc là, côté français, on a 4 brigades. Vous pourrez ensuite les jouer dans l'ordre que vous voulez. Par contre, vous faites les tests d'activation d'abord. Pour ce qui est des tests d'activation de vos brigades, ou tests de contrôle, ça dépend comment on les appelle. Avant de le faire, vous pouvez donner des dés de commandement pour améliorer ces tests de contrôle. Donc côté français, c'est clair que avoir des dés de commandement, c'est pas mal parce que les commandants ont généralement pas un bon commandement. Je rappelle qu'il y a -1, 0 et encore -1. Donc ils ont tous un malus. L'ennui, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dés de commandement. Alors on va quand même faire l'effort d'en utiliser 2 ce tour-ci, histoire de bouger un petit peu. Parce que, comme dit, l'après-midi est déjà bien entamé. Autant bouger rapidement. Je vais donc allouer 2 dés de commandement à des commandants. Donc celui qui me semble le plus important, c'est celui de la brigade d'infanterie là. Il est à 9 pouces, donc 9 lignes de socle. Donc ce qui se passe, c'est entre 0 et 8 lignes de socle, donc 8 pouces ici, vous pouvez donner jusqu'à 2 dés de commandement. Donc ça veut dire que le commandant, au lieu de faire son test sur 2d6, il fera son test sur 3 ou 4d6 et il prendra les 2 qui l'arrangent. Il stabilise beaucoup la réussite du jet de dés. Entre 8 et 16, vous ne pouvez en donner qu'un. Et si vous êtes au-delà de 16, donc ici 16 pouces, vous devez dépenser 2 dés pour pouvoir en donner un à un commandant. Là, ce qui m'intéresse, c'est de déplacer l'artillerie et eux. Donc de toute façon, pour déplacer l'artillerie, comme je l'ai dit, lorsqu'elle est sous le commandement direct du général, ça coûte un point de commandement, un dé de commandement, et
lui, il reçoit un dé de commandement en plus. Donc, je crame un dé de commandement pour l'artillerie et un autre pour fiabiliser celui-ci. Du coup, allons-y pour les tests. Donc, notre ami Montbrisson a un dé bonus. Je lance donc 3d6, je prends les deux meilleurs. Et n'oubliez pas qu'il a -1, donc c'est 3d6 -1 en prenant les deux meilleurs. Donc là, j'ai fait un 3. Je prends donc 5 et 5, 10. -1, 9. Et je consulte le tableau. Le tableau a deux catégories. Soit vous êtes proche de l'ennemi, soit vous n'êtes pas proche de l'ennemi. Proche de l'ennemi, c'est-à-dire inférieur à 8 largeur de socle, vous avez un peu plus de chances de vous activer. Si vous êtes au-delà, vous avez un peu plus de chances d'être inactif. Puisqu'il faudra obtenir un 7 minimum pour être... il faudra obtenir plus que 7 pour ne pas être inactif. Donc là, et également la différence, c'est que vous avez un résultat attaque qui oblige à une attaque compulsive. Évidemment, ce résultat n'existe pas dans le cas de figure supérieur à 8 lignes de socle, puisque l'ennemi est trop loin. Donc là, dans cette catégorie-là, vous aurez juste inactif ou actif. Là, j'ai fait au-delà de 8, j'ai fait 9. Ma brigade est active. Donc je vais me mettre une petite pastille pour indiquer que lui, il joue. Eux n'ont pas besoin de faire de test, hein, c'est automatique à partir du moment où vous lancez un dé de commandement. Donc du coup, je vais passer aux autres. Notre ami Danteron. Danteron a -1. Donc lui, il est dans la forêt, là, avec dans l'embouteillage de la route. Il a fait 7, -1, 6. Eh ben, sa brigade est inactive. Donc, ça ne bougera pas. Par contre, s'il avait eu de l'artillerie, l'artillerie pourrait se déplacer normalement. Les commandants peuvent se déplacer également normalement. Donc, si vous obtenez les résultats inactifs, cavalerie et artillerie peuvent se déplacer normalement, les autres ne bougent pas. Les réguliers qui sont en formation de marche peuvent seulement passer en formation de combat, donc ça vous permet quand même de passer en formation de combat pour ne pas vous faire charger comme des pigeons. Et vous pouvez également changer d'orientation, ceux qui sont en formation de combat, ils peuvent également faire le demi-tour. Les irréguliers peuvent seulement changer d'orientation. Maintenant, on va passer à Fronsac. Fronsac fait 8. Et il a également -1. Ça ferait 7. Il serait inactif. Mais n'oubliez pas, Fronsac a une petite caractéristique que Danteron n'a pas. Il est subordonné exceptionnel. Donc subordonné exceptionnel, c'est s'il n'a pas reçu de dé de commandement du commandant, il peut relancer un de ses dés. Je vais relancer le 2. Et voilà, j'obtiens 5, la brigade est active. Ouf. Donc les irréguliers de Fronsac pourront bouger. Et enfin la cavalerie, qui est commandée par Horicourt, qui est le seul qui n'a pas de malus. Je fais 8, c'est bon. Donc la cavalerie aussi est active. Maintenant que les activations de brigade ont été faites, je n'ai plus qu'à bouger. Alors, quelles sont les distances de mouvement et les mouvements auxquels on a droit? Donc au niveau des distances de mouvement, vous avez toujours pour chaque unité 2 colonnes. C'est si vous êtes en formation de marche, si vous êtes en formation de combat. Comprendre ligne pour l'infanterie et la cavalerie, ou installé pour l'artillerie, et formation de marche, c'est colonne pour l'infanterie et la cavalerie, et attelé pour l'artillerie. Donc l'infanterie régulière, par exemple nos amis là, de la division Montbrisson, ils sont en formation de marche, donc ils ont 5 pouces du coup de mouvement. S'ils étaient en ligne, c'est 2 pouces. L'infanterie irrégulière, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus généreux, c'est 4 en formation de combat et 5 en formation de marche. Donc il y a une différence d'à peine une unité entre les deux. La cavalerie régulière, c'est 6 en formation de combat, 8 en formation de marche. La cavalerie régulière, 10 tout le temps, on considère qu'elle est toujours en formation de combat. L'artillerie lourde ne se déplace pas en formation de combat, l'artillerie montée non plus, et en formation de marche, 3 et 5. Les officiers sont toujours à 8. Pour ce qui est des mouvements autorisés. Donc pour l'infanterie, vous avez les roues, comme d'habitude, jusqu'à 90 degrés, vous pouvez faire des roues, et vous devez compter à partir du point le plus éloigné de l'unité. Vous avez le demi-tour, qui ne coûte pas de mouvement, qui est autorisé aussi pour l'infanterie régulière. Vous avez le recul qui se fait à demi-mouvement.
Vous pouvez faire également des pas chassés sur le côté, à demi-mouvement. Et vous pouvez faire des obliques uniquement si vous avez la règle spéciale mouvement en oblique. Donc par exemple les Prussiens en infanterie long, bon ici je crois que personne ne l'a. Et enfin vous avez des unités qui ont des réorientations libres, c'est pas le cas de l'infanterie régulière. Par contre l'infanterie irrégulière, elle peut se réorienter directement au début du mouvement. Et alors ça, l'infanterie régulière, comme vous le voyez, elle a droit aux roues, elle a droit au demi-tour, elle recule à distance normale, elle fait ses pas chassés à distance normale et son oblique normale. Si elle a la règle. La cavalerie régulière, on a donc les roues, demi-tour, recul en demi-mouvement, pas chassé en demi-mouvement et pas de réorientation. La cavalerie régulière, pareil, elle a tout sauf qu'elle recule et qu'elle fait ses pas chassés en normal. Et elle a la réorientation. L'artillerie, comme vous le voyez, si elle est en formation de marche, elle a droit aux roues, elle a le droit au demi-tour, elle a le droit au recul, au pas chassé, à l'oblique, et elle peut se réorienter librement. Donc c'est assez libre à condition que vous soyez en formation de marche. Pour ce qui est de l'interpénétration, alors les officiers et toute unité peuvent traverser une unité amie, sauf l'infanterie en formation de combat, c'est parce que c'est plus difficile de passer à travers ces lignes taillées au cordeau avec tous les gens serrés autour. L'infanterie en formation de combat ne peut être interpénétrée que par l'artillerie et les officiers. Il n'y a que eux qui peuvent passer à travers. Sauf si elle occupe une ville, dans ce cas-là, les autres unités peuvent traverser la ville normalement. Les officiers se déplacent librement quand ils le souhaitent, durant l'impulsion, jusqu'à 8 lignes largeur de socle. Quant au général, par contre, si vous voulez le déplacer, ça vous coûte un dé de commandement. Ça, c'est important. L'interpénétration peut se faire même en cas d'engagement. Donc si vous devez faire une charge, vous pouvez quand même passer à travers de vos amis si vous y êtes autorisé normalement. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du type de terrain, on va avoir les bois, les obstacles, les routes, les collines et les villes. Je vous passe le tableau, mais grosso modo, pour l'infanterie standard, c'est demi-mouvement dans le terrain difficile, -1 largeur de socle pour franchir les obstacles, +2 sur route si on est en colonne. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Les collines, c'est -1 largeur de socle en montée et en descente pour tout le monde. Et les villes, c'est considéré comme une route. On peut l'occuper. On peut occuper la ville si on s'arrête entièrement dedans. Donc là, en gros, il n'y a pas de ralentissement pour la ville. C'est assez étonnant pour être souligné. C'est-à-dire, quelle que soit votre formation, ça ne vous ralentit pas. L'artillerie est interdite de traverser les bois. Et elle prend plus de largeur de socle pour traverser les obstacles. Autrement, rien de particulier. Voilà. Et ben on va attaquer les mouvements. Donc je vais. Ah oui, il y a quelque chose de très important, très 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 important dans ce jeu. C'est que vos unités doivent rester sous commandement. Les commandants de brigade ont un rayon de commandement qui est égal à 3 largeurs de socle. Ici donc 3 pouces. Par exemple, mon brisson, il était là, il ne tenait pas, mais en gros, il était juste à portée pour avoir tout le monde sous commandement. À la fin de chaque impulsion, il est obligatoire, vous ne pouvez pas y couper, il est obligatoire que les unités de la brigade restent dans le rayon du commandement. Une unité ne peut jamais effectuer de mouvement volontairement de mouvement qui la sortirait du rayon. Donc il faut vous débrouiller pour que les unités restent dans le rayon. Par contre, on peut éventuellement vous forcer hors du rayon de commandement par des mouvements forcés, des retraites. Donc si c'est le cas, le joueur doit dès que possible ramener l'unité dans le rayon. Et tant que ces unités sont hors commandement, elles sont considérées comme vulnérables, ce qui amène un gros malus. Je crois que c'est du -6 si je me souviens bien en mêlée, enfin c'est assez énorme. Cependant, les unités qui sont en contact socle à socle les unes entre elles sont considérées comme formant une chaîne, comme à Honors of War, sauf que là c'est pas à distance, il faut être au contact. Mais en gros, les unités qui sont en contact socle à socle, elles forment une chaîne. Donc s'il y en a une de cette chaîne qui est dans le rayon, les autres comptent dans le rayon. Par exception, les unités d'artillerie lourde et de mortier qui sont sous contrôle direct du général, comme c'est le cas ici, sont toujours considérées comme en commandement. Eux, il n'y a pas d'histoire de rayon. Voilà.
Donc que le général soit dans le coin ou pas, ils obéissent. C'est pour ça que ça vous coûte un dé de commandement. Voilà, donc du coup, il faut toujours garder à l'esprit de garder ses troupes dans le rayon de commandement. Là, je vais déplacer donc mes colonnes. Elles ont normalement, on l'a vu, 5 de mouvement, moins 1 parce que je monte la colline, ou que je la descends d'ailleurs. Donc, je peux faire 4 de mouvement. Tout changement de formation coûte tout le mouvement. C'est simple, c'est radical, hein, ça coûte tout le mouvement. Donc, vous voyez, il y a pas mal de richesses, mais c'est relativement simple et logique à retenir. Donc là, ma brigade a monté. Je peux déplacer mon commandant, évidemment, de façon à ce que tout le monde soit à nouveau dans le rayon de commandement, ce qui est le cas ici. J'ai dépensé un dé de commandement, je peux donc déplacer également l'artillerie. L'artillerie, elle est attelée, donc elle est en formation de marche. Elle a donc droit à un mouvement de 3, parce que c'est une artillerie lourde. Je peux bouger de 3, moins 1 pour la montée de colline, je monte de 2. Ça va pas aller vite cette histoire. Ensuite, je vais bouger la cavalerie qui est là-bas. Donc, en formation de marche, c'est 8. Je vais donc tout de suite me placer de façon à avoir un maximum de gens en contact. Et je ramène mon commandant derrière. Dantéron ne bouge pas, puisque sa brigade est inactive. Par contre, Fronsac voit ses troupes bouger. Donc je vais déplacer mes volontaires, donc mon infanterie légère, qui n'est pas affectée par le terrain difficile. Ils ne sont pas en formation de marche, ils ont donc droit à 4 de mouvement, ils vont là derrière. Ils changent de bois, ils vont là. Les hussards là sont en formation de marche, donc je vais les garder à proximité. Ils ont 10 de mouvement. Je vais me contenter simplement de les avancer ici. Les dragons qui sont là, idem. Je vais les approcher ici. Et Fronsac qui va faire 8. Je vais le mettre là, comme ça. Il a 3 pouces là, 3 pouces jusqu'au hussard. C'est parfait. Tout le monde est sous commandement. Il n'y a pas de mêlée à gérer ici. Donc, on passe la main à l'adversaire. Petite précision également, vous avez la possibilité éventuellement de mettre votre général d'armée en contact avec un de ses subordonnés et de le faire prendre le contrôle de la brigade, auquel cas vous n'avez pas besoin de dépenser de dés de commandement et le test passe automatiquement. Donc, voilà, il prend le commandement. Une possibilité. On va passer de l'autre côté chez les alliés. Donc là aussi, première chose à faire dans la séquence principale, ce sera réussir les tests de commandement. On va reprendre chaque commandant l'un après l'autre. Pour cette brigade-ci, c'est celle de Heinrich. Il a moins 1. 9 moins 1, 8, c'est bon. La brigade est active. Ah oui, non, avant ça, oui, j'oubliais, on peut donner des points de commandement. Donc je vais le faire, hein, j'ai plein de commandements, j'en ai utilisé 2. Alors, j'ai combien de commandements? J'en aurais donné un à Heinrich, hein, on va jouer roleplay. Hein. Et un à Ratchley, le britannique ici, qui est un peu à l'extérieur, et qui est un peu isolé. Personne n'est au-delà de 16, il me semble. Oui, tout le monde est dans le rayon, donc c'est bon. Ça coûte 1 point de commandement. 1 pour 1. Alors, ensuite, on va prendre... ah oui, je vais encore dépenser un point de commandement pour déplacer mon artillerie, qui est sous le commandement direct. Ici, ce sont les Hanovriens, c'est von Narwitz qui a plus 1. Donc lui, je vais le laisser se débrouiller. Aïe. 6 plus 1, 7, ça suffit pas. Il bouge pas. Ah, c'est embêtant.
cavalerie britannique. Ferguson, il a plus 1. 7 plus 1, 8. C'est bon, il est actif. Et enfin, les British, qui vont recevoir donc un dé en plus. Donc lui, il a plus 0. Donc je prends le 6 et le 4, ça fait 10. C'est bon, ça agit. Et il n'y a plus qu'à bouger tout ça. Alors. Dans notre cas, on va déplacer. L'infanterie légère ici. Cette colonne ici. Ici. Ah, donc on retient l'initiative. Je rappelle que les Français ayant remporté le jet d'initiative à l'impulsion précédente, ça donne donc un bonus à celui qui ne l'a pas eu, à savoir les Alliés, pour ce jet d'initiative-ci. Je précise également donc que si le résultat du D4 est inférieur ou égal au numéro de tour qui vient d'être complété, donc si j'obtiens 1, dans ce cas-là, l'impulsion, il n'y aura pas d'autre impulsion, le tour se termine et on recommence à nouveau tour. Voilà. Il est possible d'utiliser des points de commandement pour relancer un des 2 dés de l'initiative. Évidemment, chaque joueur a le droit de le faire. Donc si on a un qui le fait et que le deuxième dit finalement je vais le faire moi aussi, il a le droit. Allons-y. Alors, 4 et 2 pour les Français, ça fait 6. Et là, le double est chez les British. Et il y a 4 sur le D4. Les British gagnent 4 points de commandement. Je ne vais pas relancer avec les British. Et je ne vais pas relancer avec les Français non plus, puisque je ne peux pas me permettre de claquer trop de points de commandement à tour à travers. Donc on va en rester là. L'initiative a été remportée par les Alliés. Alors, oui, normalement il y aurait dû y avoir un segment de mousqueterie, un segment d'artillerie avant de lancer l'initiative pour les phases principales. Mais évidemment, personne n'est apporté de quoi que ce soit, donc du coup on passe. Alors, au niveau des points de commandement, je vais en donner 1 à chacune de mes brigades. 1, 2, 3, 4 brigades, plus 1 pour l'artillerie, ça fait 5. 13 moins 5, ça fait 8. Donc je vais pouvoir faire tous mes jets sur 3D, histoire d'être sûr. C'est parti. Alors, lui, Heinrich. Je prends le 6 et le 4, ça fait 10. C'est bon, actif. L'artillerie pourra bouger. Lui, sur 3D aussi. Je prends le 5 et le 3, ça fait 8. Plus un 9, c'est bon, actif. Ici. Oui, c'est pas bon. 4 plus 1, 5. Il a plus 1, 6, mais ça ne suffit pas, ils sont inactifs. Et l'infanterie britannique. Oh, c'est pas bon. 4 et 2, 6 sont inactifs. Bon, ça bouge pas des masses. Je ne vais pas tout de suite me mettre en ligne parce que du coup ça va fortement me ralentir. Donc je vais rester autant que possible en colonne de marche. Je vais également dépenser un point de commandement pour déplacer mon général en chef. Et je vais le rapprocher ici. Je vais le mettre au contact de celui-ci. Comme ça, je pourrai prendre le contrôle de sa brigade le cas échéant. Il n'y a pas de mêlée, il n'y a pas de ralliement. Donc on va passer la main. Alors, côté français. On va essayer de donner... On va essayer de donner un point de commandement à Montbrisson pour qu'il puisse se déplacer. Et je vais utiliser mon deuxième
pour déplacer mon artillerie. Tant pis, j'ai plus de point de commandement. Donc, mon brisson, il a -1. Ouais, tout pile. L'artillerie, c'est bon. Dantéron. Non, bouge pas. Fronsac. Il bouge pas. Et Auricourt. Il bouge pas. Bon, écoutez, quasiment rien qui bouge ici. J'ai dépensé du commandement. Alors, ici, on va se dépêcher d'entrer dans la maison. Je vais juste vérifier quels sont les critères pour entrer. Il faut terminer son mouvement entièrement à l'intérieur. Cette unité va faire exactement ça et nous occupons ce village. C'est ce que je voulais. Et le reste de l'armée ne bouge pas. Toujours pas de mêlée. Donc, nous allons tirer l'initiative pour voir si nous avons une impulsion supplémentaire. Donc là, comme l'initiative a changé de main, on remettait le compteur à 0 et c'était les Français qui recevaient un bonus pour l'initiative. Donc là aussi, nous venons de terminer la deuxième impulsion. Je lance donc 2 dés et le D4. J'ai plus de points de commandement. Côté français. Alors, 4, c'est supérieur à 2, donc on continue ce tour-ci. Les Anglais font 10, les Français font 9. Les Français ne peuvent de toute façon plus manipuler l'initiative et les Anglais ne vont pas dépenser de dés. Ah non, si, c'est une égalité. Parce que les Français ont le bonus puisqu'ils n'avaient pas l'initiative au tour précédent. Donc on est à 10-10. Donc les Français ont lancé... On va faire comme ça. On va lancer un dé. Sur 4+, ce sont les Français qui ont lancé le D4. C'est les Français qui ont lancé le D4. Donc s'il est impair, c'est en faveur des Français qui ont lancé le dé. Sinon, c'est en faveur des Alliés. Donc, ça tranche en faveur des Alliés. C'est les Alliés qui peuvent choisir de commencer. Évidemment, toujours pareil, il y aurait dû y avoir un segment de mousqueterie, un segment d'artillerie, mais on est à portée de rien. Donc, on repasse côté allié. Côté allié, je vais continuer. Je pense qu'on fera certainement peut-être pas une impulsion supplémentaire. Donc, je peux commencer à lâcher du point de commandement. Je vais de nouveau lâcher 5 points de commandement pour fiabiliser un max. Donc, lui, sur 3D, c'est bon. Il pourra agir normalement. Eux, j'ai dépensé un point pour qu'ils bougent. Eux, je prends le 8 avec le Hanovrien. Et il a Heinrich à -1, ça fait 7. Et bien, bien sûr. Ah, il ne bouge pas. Ce commandant Hanovrien commence à me casser les pieds. Ferguson, c'est bon. Encore que de toute façon, j'avais même pas besoin de lancer les dés. Le commandant était là, mais c'est pas grave. Ratchley. Oh, c'est pas bon. 7, ça bouge pas. À moins que les ennemis soient maintenant à 8 pouces. Non, il manque pas grand chose. Donc oui, inactif. La brigade ne bouge pas. Ouais. Ok. Alors, ici, je ne vais pas bouger. Par contre, je vais utiliser tout mon mouvement pour former mes lignes. Ici et ici. Ensuite, je vais déployer mon artillerie ici et ici.
cavalerie. Je vais la passer en ligne. Et celle-ci, je vais la déplacer dans le champ. Donc je perds une largeur de socle pour traverser. J'ai donc que 4 de mouvement. J'arrive là derrière. Je peux déplacer le brigadier. Je vais le mettre là afin de commander tout le monde. Bon, ici je commande tout le monde. Ici, je commande tout le monde. C'est bon. Donc ceux-là ont joué. Et eux, du coup, je vais pas me mettre en ligne, hein, je vais rester en colonne parce que j'ai du temps à rattraper. Voilà, toujours pas de mêlée, donc on passe au tour du joueur réactif. Donc, alors côté français, de toute façon, tout va être Vanilla puisque eh bien, j'ai plus de points de commandement, donc on va gentiment attendre que le tour se termine, je crois. Lui, -1. 9 -1, 8. Bah, il est actif. Mon brisson, c'est très bien. L'artillerie, je peux pas la bouger. Je dois attendre le tour suivant. Dantéron. 6 -1, 5, ça bouge pas. Fronsac. 6 -0, plus 0, ça bouge pas. Ah oui, attends, Fronsac, il est... Vous pouvez relancer un de ces 2, 3. Bah, je vais le relancer. Non, ça, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Il me reste Auricourt qui a plus 0. 7, ça suffit. Ah, si, cette fois-ci, je crois qu'on est à 8 de l'ennemi. Ouais, donc 7, ça suffit. Donc la brigade d'Auricourt est active puisqu'elle est en vue de l'ennemi. Voilà, ben, de toute façon, on n'a pas le choix. On fait avec ce qu'on a. Commençons par Montbrisson. Ici. Alors, il y a du British. On va déjà se mettre en formation de combat, tout simplement. Avec la première ligne. Et avec la deuxième, on va... C'est jusque-là. Et jusque-là. Alors attention, les retraites sont de une largeur de socle. Donc il vaut mieux laisser un espace de 1 pouce, du coup, pour que l'unité ait la possibilité de replier. Et le commandant, on va le mettre entre les deux, là, plutôt. On va le mettre ici. Comme ça, il commande tout le monde. Voilà, voilà. Ensuite, la cavalerie ici, eh ben, on va la mettre en formation de combat. Donc, ah oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Pour passer de formation de combat à formation colonne, c'est simple. Si vous êtes en colonne, vous amenez le socle arrière à côté du socle d'un côté ou de l'autre, hein, si vous avez plusieurs socles, du socle de tête. Et si vous êtes en ligne, eh bien, vous le faites passer derrière. Voilà, c'est tout. Le principe, c'est qu'on ne peut jamais dépasser le socle de tête. Donc c'est soit à côté, soit derrière. Donc là, du coup, ça m'a pris tout le mouvement, mais je suis en formation de combat. Le tour est terminé pour les Français, donc nous allons pouvoir passer à l'initiative, à la fin de cette troisième impulsion. Alors, il peut encore y avoir une impulsion si je fais un 4. Donc là, ce sont à nouveau les alliés qui avaient l'initiative, donc les Français ont maintenant un bonus de plus 2. J'ai fait un 1. Fin du tour. Donc pas la peine d'insister. On défausse tout. Et on passe au tour. Alors, tour 5. Première chose, tirer les points de commandement. Donc les Anglais ont 3D, les Français 2D. Les Français ont bien lancé, là. Ça fait 8 pour les Français, 9 pour les Brito-Hanovriens. C'est déjà un peu plus équilibré. Donc, 9 pour les British, 8 pour les Français. Donc là, déjà, le jet de commandement, il y a un peu moins d'écart.
Ceci étant fait, on va pouvoir attaquer la phase principale. Impulsion numéro 1. Je vais quand même faire un petit topo de comment ça se présente à la fin du tour. Donc ici, on a réussi, bon gré mal gré, à former une ligne avec les SOA. Là, les Hanovriens sont toujours en retard, ce qui est très embêtant. La cavalerie britannique est autour du corps de ferme là. Là, énorme retard pris par la colonne britannique qui permet donc du coup aux Français de former une ligne défensive ici tout en ayant pris une position contre le village. Ce qui n'arrange rien, l'artillerie française est déjà en position surélevée. Alors le reste par contre du centre français ne bouge pas. Le général d'Anteron a visiblement décidé de ne pas bouger du tout. Il n'a réussi aucune de ses activations. Quant à Fronsac, il a l'air d'être bien dans son bois. Horicourt, lui, avec sa cavalerie, a bien avancé. Il est maintenant en vue des troupes de Heinrich. Maintenant, est-ce que ça suffira? Là est la question. Alors, petite précision également qu'on a oublié de faire, mais on va le faire maintenant. Lorsque vous remportez l'initiative, vous n'êtes pas le premier joueur automatiquement. Vous pouvez choisir d'être réactif ou actif. Ça n'a d'intérêt que pour la phase d'action, c'est-à-dire celle où vous bougez et où vous faites les mêlées, puisque en mousqueterie, vous tirerez de toute façon le premier, si vous avez obtenu l'initiative, et ce, même si vous avez décidé d'être réactif par la suite. Mais par contre, il faut choisir. Visiblement, quand vous avez l'initiative, vous devez choisir, est-ce que vous voulez être joueur actif ou second joueur, voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour la mousqueterie, vous tirerez quand même en premier, quoi qu'il arrive, si vous avez remporté l'initiative. Et le segment d'artillerie, lui, il est simultané, donc l'initiative rentre pas en ligne de compte. Voilà, juste pour préciser. Alors, on va s'occuper du segment d'artillerie. Mousqueterie, pardon. Qui sera donc le premier à faire. Est-ce que nous avons des troupes à portée? Non, très clairement pas. Personne n'est à portée, parce que 2 pouces de portée, c'est pas grand-chose. Pour l'instant, pas de mousqueterie. Passons à l'artillerie. L'artillerie n'est pas installée. Passons à la phase. J'aurais dû le faire avant. Donc on va lancer l'initiative aussi, avec le D4, comme d'hab. Alors, les Hanovriens remportent l'initiative, les Français sont à 9. Le D4 donne un 3. Il n'y a pas de double, donc personne ne gagne de dés. Il n'y a pas besoin de départager. Maintenant, la question est-ce qu'on veut tenter de voler l'initiative? Alors, c'est surtout côté français que la question se pose, puisque c'est sur eux que se met la pression. D'un autre côté, là, on n'a pas spécialement besoin de forcer. Donc on va laisser la main aux alliés. Les alliés décident qu'ils vont être joueurs réactifs. Donc les Français vont pouvoir commencer leur segment principal. Donc on est aux actions du joueur actif, puisque ce sont les Français maintenant. Et on commence par donc segment de contrôle qui consiste donc à l'activation. Côté français, alors, oui, on va lancer des ordres. Alors là-bas, on a un peu de marge, on est déjà en formation de combat, c'est pas l'urgence absolue de bouger. Là non plus, par contre, là, il faut vraiment que ça bouge. Donc, mon commandant étant à portée assez courte de notre ami d'Anteron, on va peut-être le pousser au train, celui-là. Donc, si je suis jusqu'à 8 largeur de socle, je peux lui donner 2 dés. 8 largeur de socle, c'est ce que je vais faire. C'est 8 et 8, je pourrais donner 2 dés aux deux. Donc, ce que je vais faire, je vais dépenser. Je vais donner 2 dés à Danteron. Là, je vais attendre. C'est pas urgent, mais là, on commence à être vraiment en retard. Et je vais dépenser un autre dé pour activer mon artillerie. Ça fait donc 3 dés en tout qui vont être dépensés côté français. Et je ne vais pas déplacer le général d'armée ce tour-ci. Pour essayer de gaspiller le moins possible de points de commande. On commence donc par Montbrisson. 2d6 moins 1. 7 moins 1, ça fait 6. Il ne bouge pas, mais je m'en fiche un peu. Ensuite,
Fronsac. Vanilla, lance 2 dés. C'est très mauvais. Alors j'ai éventuellement la possibilité d'activer ma brigade si je fais un 6. Et comme il est subordonné exceptionnel, il peut relancer un dé s'il n'a pas reçu de dé de commandement. Donc il va le faire. 7, 7, ça ne suffit pas, sauf si un ennemi à 8 pouces. Non, il n'y a pas d'ennemi à 8 pouces, donc je confirme, Fronsac est inactif. Maintenant, Danteron, on peut lancer 4 dés. Espérer que ça serve. Oh mon dieu. C'est nul. Donc il est inactif. Et Auricourt, qui est un peu trop avancé pour l'instant, mais d'un autre côté, il pourrait tenter une attaque. 7. Alors, il est actif. Il est actif, et je pense qu'on va avancer. Là, il m'énerve d'Enterron. Donc, je vais dépenser un des commandements pour déplacer mon général d'armée. Et au prochain tour, on va l'obliger à bouger. C'est fait. Passons côté allié. Alors, côté allié, on va dépenser les points de commandement. Je vais en donner. Est-ce que je peux en donner 2? Non, je peux en donner qu'un l'autre là-bas, mais je vais lui donner un. Je vais déplacer l'artillerie déjà pour pouvoir tirer. Je vais donner un dé à lui. Je vais donner un dé à lui. Ça en fait 3. Je passe à 6. Le général, pour l'instant, il me semble bien placé. Donc c'est bon. Allez. Du coup, Heinrich, 2 dés. Ça fait 6. Il a un malus et inactif. C'est pas trop grave, cela dit. L'artillerie est lancée automatique. Lui, du coup, il aura un dé en plus. C'est bon. Je vais prendre le 9. Et il a plus 1, ça fait 10. La cavalerie. La cavalerie fait 9, c'est bon. Et l'infanterie britannique. Oh là, c'est les mêmes. C'est même que l'autre là-bas. Donc inactif. Pas de chance. Hein. Eh bien, allons-y pour les déplacements. Donc là, il n'y a pas de mêlée. Passons à l'initiative du tour suivant. Je prends mon D4. Chez les Français. Donc là, on a complété la première impulsion du tour 5. Donc si je fais un 1, ça s'arrête là. Et on va... Ouais, on va voir ce que ça donne. Et bien ça s'arrête là. Fin du tour 5, on passe direct au tour 6. Tour 6, on retire les points de commandement. Donc toujours 3 pour le commandant allié, 2 pour le commandant français, 8 pour les alliés, 6 pour les français. Voilà. Segment de... Enfin, phase de commandement, c'est fait. Maintenant, on va tirer l'initiative. Donc là, le D4 a fait 1. Il n'y a pas de double. Les alliés sont largement devant. Je ne veux pas dépenser de points côté français parce que je vais préférer les garder pour activer les briganes. Donc c'est les alliés qui ont l'initiative. Ils décident s'ils veulent être réactifs ou actifs.
vais être actif. On commence par le segment de mousqueterie. Personne n'a apporté de mousquet. Par contre, artillerie, cette fois-ci, il y en a un. Les canons alliés sont à portée. On va pouvoir voir ce que donne le tir. Allons-y donc pour le tir. Donc, il s'agit des deux canons qui sont là. Donc, pour le tir, les unités ont un arc avant de 45 degrés, dont la cible doit s'y trouver. Dans le cas de l'artillerie, l'artillerie peut tirer donc, sur toute unité qui est dans cet arc, hein, même partiellement. Par contre, elle doit avoir une ligne de feu dégagée d'au moins une largeur de socle. Donc, vous pouvez tirer dans un trou de souris, mais il faut qu'il fasse au moins une largeur de socle. Vous avez deux portée pour les canons. La première, c'est la portée courte, elle représente la mitraille. Donc, par exemple, pour notre artillerie lourde ici, c'est 0 à 3 lignes de largeur de socle. Et de 3 à 8, c'est la portée de tir au boulet. Pour ce qui est du tir au boulet, vous pouvez tirer comme vous voulez sur n'importe quel ennemi. Par contre, si vous avez des ennemis qui sont dans votre portée de mitraille, vous devez tirer sur ceux-ci. Si il y a la moindre unité amie qui est dans la zone de feu de votre mitraille, donc dans l'arc de 45 degrés, et bien dans ce cas-là, la mitraille est impossible. Mais vous pouvez tout de même tirer au boulet. Vous pouvez tirer au boulet même à partir de 0, hein, si vous voulez. Voilà. Donc, par contre, s'il y a une unité qui est à portée de mitraille, mais que vous ne pouvez pas tirer de mitraille, vous devez quand même lui tirer dessus avec un boulet. Hein. C'est pas parce que vous ne pouvez pas tirer de mitraille que ça ne devient pas une cible obligatoire. Donc voilà. Vous ne pouvez pas déplacer votre artillerie et tirer dans le même tour. Et on résoudra le tir cible par cible. Ce qui veut donc dire que une fois qu'on a tiré sur une cible, on ne peut plus rajouter. Donc vous ne pouvez pas dire je tire un canon, je regarde ce que ça donne et je lui tire éventuellement le deuxième dessus. Non, faut faire cible par cible. Donc il vaut mieux tout de suite définir vos cibles au départ. Prémesure autorisée, évidemment. Et pour ce qui est des dés, donc les artilleries ont généralement 2 dés. Donc vous verrez que l'infanterie, pour la mousqueterie, ce sera autant de dés qu'elle a de points de force. La touche se fait à 5 plus pour la mitraille et à 6 pour les boulets. Pourquoi 6 ? Parce qu'il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de jet pour blesser non plus. Donc au lieu d'avoir touché, blessé, sauvegarde ou touché, sauvegarde, là vous avez juste une touche sur 6. Les probabilités sont à peu près les mêmes. Et ça met tout de suite une blessure. Donc voilà. Vous avez également des modificateurs. Si vous tirez sur une unité que vous prenez de flanc ou d'arrière, vous aurez un bonus de +1 sur le toucher, donc ça touchera sur 5+. De même si elle est en colonne, ou si elle est vulnérable. Donc vulnérable, c'est lorsqu'elle est en train de traverser un pont ou un gué, si elle est dans une rivière, ou si elle est hors de la zone de commandement de son général. Vous avez également des pénalités qui s'appliquent s'il y a du mauvais temps, et d'autres pour le terrain, forêt, ville, etc., etc. Vous avez également des unités qui ont droit à des sauvegardes de couvert. Donc généralement, c'est celles qui sont derrière des murs ou tout autre élément de terrain qui donne un couvert, ou les artilleries, lorsqu'elles sont déployées, sont considérées comme des cibles difficiles, elles ont un couvert. Voilà. Donc je vais lancer les dés, je vais faire tirer mes 2 unités contre 7 cavaleries, qui est une des cavaleries d'élite. Je vais faire tirer les 2 unités. Donc je vais prendre 4 dés. La ligne de tir est dégagée, il n'y a rien qui s'applique. Donc ce sera sur du 6. Allez, feu. Et il y a 2 dégâts. C'est pas mal. Donc 2 dégâts, on va pouvoir utiliser ces mini-dés. Cette unité a subi 2 dégâts. Voilà. Le segment d'artillerie est fait. On passe à la phase principale.
Les alliés ont choisi de jouer les premiers, donc ils vont le faire. Alors, on va répartir déjà les dés de commandement. Donc, je vais... Mon général est ici. Je vais déjà me prendre un dé pour le déplacer. Ça va me compter un point, un dé de commandement. Je vais en donner un en soutien ici. Et un pour aider lui. Donc ça fait 3 en tout. Je n'aurai plus besoin de déplacer l'artillerie puisqu'elle est installée. Donc, je pense 3 dés, ça fait 5. Là derrière. Ah, c'est bon. Donc ce sera actif. La cavalerie ici, c'est à 2 dés. Pareil, je pourrais relancer un dé vu que je ne lui ai pas donné de dé de commandement. Donc ça fait 7 plus 1, 8. C'est bon. C'est actif. Le Hanovri, lui, je lui ai donné des dés. Donc on va espérer qu'il va faire quelque chose de bien. Il a plus 1 en plus. C'est bon. Donc je prends 6 et 2, 8 plus 1, 9. C'est bon, c'est actif. Et il nous reste donc Monsieur Heinrich, qui a 2 dés. Ouh, 11. Aïe, ça m'arrange peut-être pas par contre. Ça c'est. Il a -1, ça fait 10. Est-ce que il serait obligé d'attaquer? Non, il faut 11. Ouf, grâce à son malus, on n'a pas d'attaque compulsive. Donc il est lui aussi actif avec sa brigade. Eh bien, c'est super. On va donc pouvoir jouer tout ça. Là. Au prochain tour, même s'il est inactif, on aura quand même droit au changement de formation. Donc on pourra tout de même remettre ses unités en ligne. Ensuite, la cavalerie qui est là. Eh bien, les Français ont bien avancé leur artillerie. On pourrait peut-être l'attaquer. Non. Mais il manque pas grand-chose. Hein. Donc on va s'approcher. Juste. Ça a été déplacé. On passe côté français maintenant. Alors, côté français. Côté français. Je vais dépenser un dé déjà pour déplacer mon artillerie, pour pouvoir la mettre en place. Je vais commander directement la brigade là-bas pour qu'il bouge enfin. Et je vais donner un dé à Fronsac. Voilà. Donc, allons-y. Montbrisson. Non, il bouge pas. Fronsac. Voilà. Il a un dé bonus. Je vais prendre 10. C'est bon, il peut bouger. Sa brigade est active. Auricourt. 7, c'est bon, puisque maintenant il est à 8 de l'ennemi, donc un 7 suffit. Donc ils sont actifs. Et Danteron, il est obligé de bouger, puisque le général prend directement le contrôle. Voilà, l'activation est faite. Alors, Monsieur Danteron. Il est sur route, il gagne donc 2 largeurs de socle supplémentaires. La colonne est normalement à 5, si je me souviens bien. Ouais. Donc ils ont 7. 8. Ah, tout d'un coup, ça va plus vite. Hein. Mais bon, il aura fallu que le grand chef vienne lui secouer les plumes.
que ça veuille bien bouger. Je vais également déplacer un dé de commandement pour déplacer mon commandant. Donc dans Théron, je vais le mettre là et je vais continuer à le filer au train ici. Alors, il y a notre cavalerie là-bas qui peut éventuellement déclarer un assaut. Peut-être le faire, histoire de voir comment ça fonctionne. Donc pour engager l'ennemi dans ce jeu, il n'est pas nécessaire de préciser une charge, hein, c'est un mouvement comme un autre, comme à Honors of War. Il y a cependant des restrictions pour engager l'ennemi. Ça ne peut se faire qu'avec le front de votre unité, bon ça c'est logique, hein, on ne fait pas de charge en arrière. Les unités en formation de marche ne peuvent pas charger. Les unités à qui il ne reste plus qu'un point de force ne peuvent pas charger, puisqu'on le verra même quand vous êtes vainqueur, vous prenez automatiquement un point de force en perte, donc ce serait du suicide. L'artillerie ne peut pas charger. L'infanterie ne peut pas charger la cavalerie. Il faut que l'ennemi soit dans l'arc frontal au début du segment de contrôle, hein, donc pas de demi-tour et charge. La charge doit se faire contre l'ennemi le plus proche. En cas d'équidistance, vous choisissez. Toutes les cavaleries peuvent librement charger, sauf elles ne peuvent pas attaquer les unités qui sont à couvert, en terrain difficile ou en ville. Ça c'est logique. L'infanterie régulière ne peut charger que si elle a tiré au préalable sur une cible et qu'elle a réussi en plus un test d'attaque, ça dépend, certaines unités ne sont pas obligées de le faire. L'infanterie irrégulière ne peut que charger l'autre infanterie régulière, les unités en terrain difficile et dans les villes, auquel cas elles ne subissent pas de désavantages dans ce cas-là. Et l'angle d'attaque dépend de la position de départ dans l'arc de la cible au moment d'entamer le mouvement. Si vous êtes dans l'arc arrière, c'est arrière. Si vous êtes dans l'arc majoritairement flanc, c'est de flanc, etc., etc. En fin de mouvement, vous devez aligner votre unité sur le défenseur. Donc normalement, c'est un 1-1. Il peut y avoir des cas de figure, comme au Honors of War, où vous vous retrouvez à devoir attaquer deux unités en même temps, mais c'est rare. Donc voilà, donc dans notre cas, c'est la cavalerie qui va pouvoir charger l'infanterie. Lorsqu'il y a une charge, généralement l'infanterie ne réagit pas, n'a pas de réaction. Il n'y a que l'infanterie régulière et les cavaleries qui ont des possibilités de réaction. Donc ici, il n'y en aurait pas. Du coup, allons-y. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais déclarer une charge avec les unités là et là. Les unités la plus proche pour lui, c'est lui, et lui, c'est lui. Je ne vais pas charger avec cette unité-là. Je vais essayer de la rallier. Donc à la place d'un combat, vous pouvez faire un ralliement. Pour se rallier, on va le faire tout de suite d'ailleurs, hein, une unité peut se rallier pour récupérer de ses blessures si elle est à plus de 3 largeurs de socle de tout ennemi dans une force dont le statut n'est pas attaque. Donc vous n'avez pas obtenu 11+ sur le jet d'activation et vous êtes obligé de déclarer une attaque compulsive. Là c'est pas le cas, c'est bon, c'était une activation normale. Vous pouvez tenter ce jet même si votre unité bouge, à condition de respecter en fin de mouvement les prérequis, c'est-à-dire être à plus de 3 largeurs de socle. Là je suis à 3 largeurs de socle, il faut donc que je recule un petit peu pour pouvoir effectuer mon ralliement. La différence, c'est si vous ne bougez pas pendant le ralliement, vous aurez la possibilité de soigner une deuxième blessure. Là ce ne sera pas le cas, vous n'en aurez qu'une. Si l'unité n'a pas bougé, que vous réussissez le premier test de ralliement, donc vous pouvez lancer un second test pour soigner une seconde blessure. Un commandant subordonné peut faire relancer un seul jet pour une seule unité. Donc là, il y aura en plus une relance de mon commandant subordonné qui est pas loin. Si le général est à 8 largeurs de socle, il peut faire relancer un test raté en dépensant un dé de commandement aussi. Et là, lui, il peut le faire pour plusieurs unités à la fois tant qu'il a des dés de commandement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va reculer notre unité. Donc pour ce qui est de l'interpénétration des unités, je vais revenir dessus. Toute unité peut interpénétrer toute unité amie sauf l'infanterie en formation de combat. Donc c'est bon. Je fais donc un mouvement de repli comme ceci, ce qui va me permettre de tenter mon ralliement. On va le faire. Donc le ralliement fonctionne de la façon suivante.
lancez un D6. Si le résultat est inférieur strictement au nombre de blessures, une blessure est retirée. N'oubliez pas qu'ici, la règle spéciale des Français, c'est que eux, c'est inférieur ou égal. Donc là, j'ai 2 blessures. Si je fais 1 ou 2, eh ben, j'enlève une blessure. J'ai fait 1, je retire donc une blessure. Par contre, comme j'ai bougé, je ne peux pas tenter un deuxième jet. Là. Alors ce système assure que vous ne pouvez jamais récupérer votre dernière blessure, sauf dans le cas des Français qui y ont droit. Voilà, maintenant mon ralliement est fait, les autres unités vont charger. Donc celle-ci, je la cherche charger en premier. Et du coup, je me colle à l'unité qui est là. Celle-ci, elle peut charger celle-là. Pareil, tac. Elle se colle. N'oubliez pas qu'il faut que je garde la cohérence de ma brigade, hein, même quand elle a chargé. Donc il faut que je m'arrange pour que mon général de brigade soit à distance. Donc je vais amener ma 3e unité ici. Et mon autre unité là. Le commandant de brigade, je vais le mettre ici. De cette manière, il est à 3 de toute la brigade. Tout le monde est sous commandement. Donc c'est légal. Voilà. Dans cette phase, on résout immédiatement les mêlées. Donc on va tout de suite passer à la mêlée. Donc lorsqu'il y a une mêlée, les combats sont résolus d'un bord de table à l'autre au choix du joueur qui a l'initiative. Bon, il n'y a pas vraiment de grosses différences. On va dire que l'allié dit qu'on commence par là. Donc on fera dans ce sens-là. En commençant donc par la cavalerie ligne standard. Un combat est décomposé défenseur par défenseur. Aucun attaquant ne peut attaquer plus d'un défenseur à la fois. S'il y a un attaquant contre 2 défenseurs, dans le cas de figure où on n'a pas le choix, dans ce cas-là, on répartit équitablement la valeur de combat. Il faut donc calculer la valeur de combat de chaque unité. Donc la valeur de combat, c'est de base les points de force de l'unité. Donc là, il faut regarder sur votre liste d'armées. Les points de force des grenadiers de S. C'est 7. La cavalerie d'élite française, c'est 7, donc c'est la même chose. Ma cavalerie lourde, donc ensuite vous avez des modificateurs. Si c'est une unité régulière qui affronte une unité irrégulière, ben on lancera un dé. Normalement c'est un dé plus les bonus fixes. Si vous avez régulier contre irrégulier, le régulier lance 2 dés, un dé en plus. Si vous avez des cavaleries lourdes contre uniquement des cavaleries légères, c'est pareil. Vous lancez un D6 en plus pour montrer que vous êtes plus puissant que ce type de cavalerie. Si vous avez un commandant qui est vaillant, c'est à ce moment-là que vous pouvez l'utiliser. Donc dans notre cas, Heinrich n'est pas vaillant et Auricourt non plus, donc ils ne peuvent pas participer au combat. Est-ce que l'unité ennemie est vulnérable, c'est-à-dire est-ce qu'elle est hors commandement? Parce que si c'était le cas, ça donnait plus 2. Gros bonus. C'est pas le cas. Est-ce que l'unité est flanquée? Donc là, ce serait moins 3. Est-ce que l'unité attaquée est à couvert? Ce serait moins 3. Est-ce qu'il y a des unités en formation de marche qui sont impliquées dans ce combat? Donc si par exemple vous arrivez à charger 2 unités en même temps et qu'il y en a une des deux qui est en formation de marche, ben elle handicape le combat. Le général en chef est... s'il est à 8 largeur de socle, il peut également relancer un dé de combat. Donc là, le général français est beaucoup trop loin. Le général britannique, lui, pourrait lancer un dé de commandement. Donc du coup, il ne se privera pas de le faire le cas échéant. Voilà. C'est parti. Donc on lance donc un des 6 de chaque côté. Et on ajoutera les bonus fixes. Il n'y en a pas spécialement. Ce sera donc les valeurs de combat de chaque unité. Donc 7 de chaque côté. C'est parti. Voilà. Donc, les Alliés font 10 et les Français font 8. Que se passe-t-il donc? Oui, donc, si n'importe quel des camps a le double, le perdant est éliminé directement, quels que soient ses points de force. Et si le gars qui a scoré le double est l'attaquant, alors cet attaquant, ou l'un d'eux, si vous en avez plusieurs qui sont impliqués,
priorité à la cavalerie dans tous les cas, occupe l'espace du défenseur avec maximum de largeur de socle de mouvement. Et si le score de combat était impair, en plus il ne perd même pas de points de force. Bon là c'est pas une victoire décisive, donc c'est pas le cas. Sinon, si vous avez pas le double, mais qu'il y a quand même un vainqueur, c'est une mêlée indécise. Les unités du perdant prennent toutes moins 2 points de force, et celles de l'attaquant prennent moins 1 point de force. Si le défenseur est mis en déroute, l'attaquant occupe l'espace, ou l'un d'eux, priorité à la cavalerie aussi. Sinon, l'attaquant recule de une largeur de socle, ou de 3 largeurs de socle s'il est une cavalerie. En cas d'égalité, le défenseur est considéré comme remportant une mêlée, et elle devient donc indécise, donc c'est une victoire courte, donc il prendra moins 1 point de force, et l'attaquant prendra 2 points de force. Donc ici, on a donc une victoire des alliés, pas besoin de lancer de point de commandement, du coup ça me va bien. Éventuellement, si j'avais fait un 6, ça aurait fait 13 contre 7, donc j'aurais pas pu obtenir le double pour gagner directement, donc ça sert à rien de tenter de relancer le dé. Du coup, la cavalerie ici prend 2. Et les soies prennent 1. L'attaque ayant été indécise, la cavalerie doit reculer de 3. On passe ici. Donc là, c'est la même chose. C'est une cavalerie standard qui a donc 6 de combat contre une infanterie standard qui a également 6 de combat, il me semble. Ouais. 6 contre 6, pareil, pas de bonus particulier, avec la possibilité cependant pour le général en chef de relancer avec un dé de commandement. Non, ce ne sera pas nécessaire, les Français ne l'emportent pas, ce sont les Alliés. Donc une fois encore, une victoire, mais pas du double. Donc les Français prennent 2, et les Alliés prennent 1. Donc pour ce qui est des retraites, donc elle doit se faire à l'opposé direct de l'ennemi que l'on combattait. Elles sont faites, on résout tout le combat, retraite comprise, 1 à 1. Donc pas besoin d'attendre pour faire les retraites à la fin du combat. Pas comme à Honors of War par exemple. Le terrain n'entre pas en ligne de compte pour ce mouvement, donc vous n'êtes pas ralenti, et vous continuez à fixer l'ennemi. S'il y a des amis, vous passez par-dessus et vous déplacez autant qu'il faut pour réussir à vous placer hors de l'unité amie. Par contre, si ce sont des amis que vous n'aviez pas le droit de traverser à la base, dans ce cas-là, tous les deux prennent une blessure supplémentaire. Donc voilà. Ici, tout est ok, donc on va le déplacer. Donc c'est dans ce cas de figure, lorsqu'il y a des retraites, que votre unité est susceptible involontairement de sortir du rayon de commandement. C'est dans ce cas de figure. Là, on a bien placé le commandant, donc personne ne sera hors commandement. Du coup, c'est au joueur, le joueur réactif c'est fait, donc du coup c'est fin de tour, on va tirer l'initiative. Alors, voyons ce que ça donne. Sur le D4, donc on pourra rejouer une impulsion supplémentaire. On va donc passer à la deuxième impulsion. Les Français ont fait 8, les Alliés ont fait 8. Donc là, impair, c'est le joueur qui a lancé le D4 qui devrait départager. Ici, on ne sait pas qui c'est, donc je vais le lancer. Sur 4+, c'est les Français. C'est les Français. Donc ce serait les Français.
Les alliés n'ont pas tellement envie, je pense, donc je vais dépenser un point de commandement pour tenter de relancer le 3 et essayer de passer devant. Non, ça ne change rien. Si j'avais réussi, les Français auraient eux aussi pu relancer un de lourdé. Voilà, donc il n'y a pas eu de double, il n'y a pas eu de. Il n'y a eu rien d'autre. Donc ce seront les Français qui ont le choix sur cette impulsion. Ils vont choisir de prendre l'initiative, donc d'être le joueur actif. Et on commence donc par le segment mousqueterie et puis le segment artillerie avant de faire les phases d'action. C'est parti. Donc au niveau mousqueterie, on a juste ici. Donc lui il va tirer là-dedans. L'unité est totalement dans son arc avant. Par contre, moi je suis dans son flanc, j'aurai plus 1 au toucher. Donc au lieu de toucher sur du 6, je toucherai sur du 5. Mes SOA ont normalement 7 points de force. J'ai une blessure, donc je n'ai plus que 6 points de force. Donc 6 tirs. Il y en a une qui passe, ça fait 1 point de vie pour les Français. Ça aurait pu être mieux. Ceux-ci tireront sur eux. Là c'est de face, donc ce sera du 6. L'unité a également perdu 1 point de force, donc j'en ai plus que 5. Ça touche. Donc les deux unités étaient à portée courte, hein, donc on ne divisait pas les points de force. Hein. Donc ici, ça fait un dégât également. Ensuite, on va passer à l'artillerie. Donc ici, cette pièce devrait être en mitraille, mais malheureusement, il y a mes grenadiers qui sont dans le champ, donc c'est interdit, je vais tirer au boulet. Et cette unité est à boulet, la cible la plus proche, c'est eux qui prennent. Donc j'ai 2 dés pour chacun. Il n'y a pas de modificateur qui s'applique ici. Ça touche donc sur du 6. Rien du tout. Voilà, après ce tir assez inefficace, passons à la phase d'action. Phase d'action, donc c'est les Français qui ont décidé d'être joueurs actifs. On va donc faire les tests. Au niveau des points de commandant, il ne m'en reste plus que 3. Je ne sais pas s'il y aura un tour en plus, mais je préfère les garder. Je suis cependant impérativement obligé d'utiliser un point pour déployer mon artillerie, sinon elle va se faire massacrer par la cavalerie ennemie. Et pour le reste, peu importe. On va dire aller à Jacta Est. Donc je vais en lancer simplement enlever un de mes dés de commandement pour déplacer l'artillerie. Et il m'en restera 2 et ce sera tout. Mon brisson, il y a -1. 6, ça bouge pas. C'est pas trop grave, il pourra faire un changement de formation. Lui, je l'active automatiquement avec le général, puisque je suis toujours au contact. Fronsac. C'est pas bon, mais c'est un subordonné exceptionnel, lui, donc il peut relancer un DD. Un 6 ne le sauvera pas, malheureusement. Donc il est inactif aussi. Et enfin, Horicourt. 7. C'est bon, proximité de l'ennemi, 7 ça suffit. Donc, sa brigade est active. Voilà qui est fait. On va donc commencer par mon brisson qui va déployer son unité ici en ligne. Mon artillerie également, je vais la déplacer. Je la déclé. Cette unité, je vais la mettre en ligne également. Celle-ci va rester en colonne. Voilà. Ensuite, notre ami ici, d'Anteron, je vais déplacer mon infanterie. Je vais rester en colonne de marge, je vais juste m'assurer d'être hors de portée de la charge de cavalerie. 6. Éviter de servir de... Je vais déplacer Danteron ici pour laisser la place à son unité.
Et enfin, ici, Fronsac n'a pas de... Donc, il a le droit à sa réorientation, il va le faire. Le reste de l'armée, enfin de la brigade ne bouge pas. Et du côté d'Oricourt, je peux déclarer une charge. Donc, on va charger là. Ici, on va charger là. Et là, je vais charger l'artillerie. Donc, lorsque l'artillerie est chargée, elle doit effectuer une réaction de fuite. Et ce, même si elle a subi de la suppression. Hein. Bon, c'est pas le cas ici, mais voilà. Au moment du contact, qui va donc avoir lieu maintenant. Donc, là, je vais contacter deux unités en même temps, forcément. Puisqu'elles sont équidistantes. Alors, en fait, c'est même un choix. Il faut juste qu'elles soient équidistantes. Donc là, c'est le cas. Donc, je peux le faire. Et... Donc, une fois, au moment du contact, lancez 2d6, plus 2 si l'artillerie est déjà en formation de marche. C'est pas le cas. Et si le score est inférieur à 5, si elle est chargée par de l'infanterie, ou 3, si elle est chargée par de la cavalerie, la fuite est réussie, l'artillerie passe immédiatement en formation de marche et s'enfuit, comme de la cavalerie, mais elle ne pourra se dételer avant la fin de la prochaine impulsion. Sinon, elle est détruite et l'attaquant peut continuer et même charger quelqu'un d'autre s'il a le mouvement. A noter que si l'artillerie démarre en formation de combat, chaque dé impair du jet de fuite cause moins 1 point de force à l'attaquant. C'est en gros un espèce de tir, de dernier tir avant de remballer l'artillerie, qui peut d'ailleurs être comptabilisé pour détruire une unité adverse. Alors, nos deux pièces, la première fait 4, c'est insuffisant, les deux sont pairs, il n'y a pas de touche. La deuxième, encore un double 2, donc tout est pair et tout est raté, donc les deux artilleries sont détruites. Mon unité était là, au départ. Elle a fait 4, elle pourrait dans l'absolu encore effectuer une charge, elle va le faire, donc là j'ai éliminé toute l'artillerie adverse. Et donc je vais charger le flanc de cette unité. Et on va résoudre un combat avec cette unité-là. Donc là, c'est le joueur actif qui choisit l'ordre de résolution des combats. On va faire dans ce sens-là. J'ai oublié de mettre le petit compteur de points de vie. Alors, ici, ma cavalerie a été blessée. Là, l'adversaire a été blessé aussi. Donc ça fait 5 contre 5. Il n'y a pas d'autre modificateur a priori. Donc, c'est 1 des 6 plus 5. « 4 et 4, égalité, le défenseur l'emporte. Donc la cavalerie subit 3 blessures et celle-ci subit une blessure. Ah oui, j'ai oublié un truc. J'ai oublié quelque chose durant la phase d'action. Donc cette unité pouvait tenter de rallier. Je suis à plus de 3 de l'ennemi, je n'ai pas bougé, donc je pourrais tenter éventuellement 2. Donc, premier test, non. De toute façon, le test initial étant raté, vous ne pouvez pas en tenter un deuxième. Et pour eux, avec un 1, c'est réussi. J'ai fait un 1, j'enlève la blessure de cette unité. Voilà. Voilà. Fin de la parenthèse, reprenons la mêlée. Ici, les grenadiers ont subi une blessure du combat précédent. Ils sont donc à 6, tandis que les Français en ont subi 2, ils sont à 5. Donc là, ça va être un peu plus tendu pour les Français. Alors, les Français font 11 et les grenadiers font 11 aussi. Bah, victoire des défenseurs, donc les Français reprennent encore 2, passent à 4. Et les grenadiers subissent encore 2. Et oui, il fallait que je fasse les retraites immédiatement. Donc là, je fais replier ma cavalerie. J'aurais dû le faire
tout de suite à la fin de l'autre mêlée. Ça n'a pas de... Voilà, la phase d'action est faite côté français. C'est donc aux alliés de réagir. Ah non, il reste une mêlée là-bas. On l'a oublié, la fameuse mêlée là-bas de la cavalerie. Donc là, par contre, il faudra faire le calcul. Les Hanovriens sont pris de flanc. Alors par contre, ils ont une règle spéciale. Les unités hanovriennes et britanniques, lorsqu'ils sont pris de flanc, subissent un malus réduit. Au lieu de subir moins 3, ils subiront moins 2 seulement. Voilà. Donc, on n'est pas dans les irréguliers, on n'est pas dans la cavalerie Locondé légère. Est-ce qu'il y a un commandant vaillant dans le secteur? Alors... Ah oui, je me rends compte que j'aurais déjà dû déplacer mon commandant et j'aurais pas pu tenter cette charge en fait. Donc on va rewind parce que, voyez-vous, j'ai volontairement sorti mon unité du commandement. Donc je n'ai pas le droit de le faire. Donc en fait ma charge n'était pas faisable. À moins que... Si elle était faisable. Je dois déplacer mon commandant en conséquence, mais elle était faisable. Ok, donc j'ai rien dit. Alors, reprenons. Est-ce qu'il y a un commandant vaillant? Donc, mon commandant, c'est Auricourt, il n'est pas vaillant. Et leur commandant là-bas, c'est... c'est von Narwitz, il n'est pas vaillant non plus. Donc, il ne pourra pas rajouter. En revanche, le général britannique est à côté, il pourra éventuellement lancer un dé pour aider son unité. Donc, au niveau des bonus, la cavalerie a subi une blessure, donc elle a plus que 5 en force. Et les Hanovriens, ils ont... Donc, fusil hanovrien, 7 de force. Ensuite, donc, ils ont moins 2 parce qu'ils sont pris de flanc, au lieu de moins 3, puisque c'est leur règle d'armée. Donc, ils redescendent à 5. Ici, personne n'est vulnérable, personne n'est à couvert. Il n'y a pas d'unité en formation de marche. Voilà, donc c'est 5 contre 5. Ça a un peu égalisé les chances, on va dire. 6 et 6, bah, une fois de plus le défenseur l'emporte. Donc les cavaliers prennent 3. Et les Hanovriens prennent 1. Donc là je suis obligé de repartir dans la direction d'où je venais. Donc je vais effectuer mon retraite par ici. Fin de la mêlée, c'est donc côté allié. Côté allié, est-ce qu'on a des mêlées? Donc de toute façon là je ne pourrais pas poursuivre la cavalerie puisque je n'ai pas le droit de la charger avec de l'infanterie. On va déjà faire les tests. Qu'est-ce que je veux fiabiliser dans l'affaire? Pas grand chose que je puisse faire. J'aimerais bien reculer un peu ma Heinrich parce qu'il est un peu exposé. Donc je vais dépenser un point de commandement pour reculer cette brigade-là. Donc ça me fait 3 dés pour Heinrich. 4 et 4, 8, c'est bon. Sa brigade est active. Narwitz. 8, c'est bon, il est actif. Ferguson. Alors, 4 et 2, 6. Mais il a plus 1 Ferguson, ça fait 7. C'est bon, il est actif puisque l'ennemi est à 8. Et enfin, notre ami Ratchley.
Ça fait 8, il n'a pas de bonus, mais ça suffit. Donc, il est actif également. Alors, ici, écoutez, on pourrait également charger l'artillerie française, là. Ça serait pas mal. Bon, après, on se prendra certainement la foudre. Mais là, on a une bonne... on a une très très bonne fenêtre de tir, j'ai envie de dire. Donc allons-y. Donc cette cavalerie sera obligée par contre de charger là, donc je ne peux pas. Et celle-ci peut bien charger 2 canons, donc autant le tenter. Voilà. Alors je vais commencer par eux peut-être. Je vais, comme c'était prévu, passer toutes mes unités en ligne de bataille. Ce qui me prend tout le mouvement. Ici, voilà, je vais faire une charge générale. J'ai pas tellement le choix. Donc je vais quand même charger cette unité qui est la plus proche. Celle-ci, je peux charger ces 2 pièces qui sont équidistantes. Et là, je peux rapprocher mon unité. La cavalerie britannique charge. Du coup, je fais immédiatement la réaction des canons. Je fais immédiatement la réaction des canons. Nous avons donc donc je lance 2d6, j'ai pas de bonus, en espérant faire de l'impair cette fois-ci. J'ai un impair, donc je mets un dégât en tir de contre-charge, mais j'ai fait 5. Cette artillerie n'échappe pas, elle est détruite. Alors réussi quand même à mettre un petit dégât au passage. L'autre artillerie, voilà, 2 paires, hop, ça vole. Ouf. J'ai vraiment très très mal joué l'artillerie en fait, très très mal. Du coup, la cavalerie peut continuer. Alors malheureusement, il me restait plus de mouvement avec cette cavalerie-là. J'étais à 6. Donc ça s'arrêtera là. Du coup, je vais encore bouger cette brigade. Ça va être reformation ici et ici pour former une belle ligne. Et l'autre brigade là, je ne peux pas le rallier, malheureusement, il est trop près, mais c'est pas. De toute façon, je peux pas rallier ma dernière blessure, je suis pas un Français. Et ici, on va reculer par contre, parce que j'aime pas trop l'idée de me faire un peu molester. Donc on va tout doucement reculer. Cette unité, cette fois-ci, au-delà des 3 pouces, elle peut tenter de rallier sa blessure. Il faut qu'elle fasse un 1. Non. Raté. Oui. Et... tout a été déplacé côté anglais. Donc, qu'on avait dit qu'on faisait les combats dans cet ordre-là. Donc là, du coup, par la force des choses, il n'y en a pas. Par contre, il reste encore celui-là. Là. Donc celui-là ici, les Français ont 5. Les Alliés ont... Oula, mais j'ai fait charger des dragons. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon, j'ai fait une erreur, sans doute. Alors les dragons hanovriens, ils ont quand même 6, mais par contre ils sont cavalerie. Ah non, ils sont pas irréguliers, donc ils n'ont pas le D-malus. Ok, donc c'est bon. Donc c'est 6 contre 5. Ben, dis donc, ils sont pas mauvais leurs dragons. Hein. Ok, donc 6 contre 5. Qu'y a-t-il d'autre? C'est pas régulier contre irrégulier, du coup. Cavalerie low contre légère, non. Commandant avec vaillant. Est-ce que Ferguson est vaillant? Non. Est-ce que
Montbrisson et Vaillant non plus. Donc c'est tout. Par contre, je crois que le général d'armée est à 8 côté français, donc potentiellement... Ah ben non, il est trop loin. C'est raté. Alors, il n'y a pas de bonus pour la surélévation, à ce que je vois. Pas flanqué, pas vulnérable. Ok. Donc, on est à 5 contre 6. Allez, c'est parti. Alors, les Britanniques font 10 et les Français font 6. Donc moi je peux pas relancer, je peux pas utiliser de dé de commandement parce que je suis trop loin avec mon général français. Est-ce que le général anglais est à portée? Non. Donc ce sera tout. L'infanterie française se fait meuler. Elle prend 2 blessures. Elle ne craque pas cependant. Les hanovriens prennent une blessure et le combat n'ayant pas réussi à percer, ils sont obligés de battre en retraite. Qui battent en retraite ici. Voilà, les mêlées ont été faites. On peut passer à l'initiative. Est-ce qu'il y aura un tour suivant? Donc c'est toujours pareil. 2d6 de chaque côté et un d4. Je vais tout de suite lancer un dé pour savoir qui lance le d4. Sur un 4+, c'est les Français. Non, ce sera les Alliés qui lanceront le d4. Et c'est parti. Nous sommes à l'impulsion 2. J'ai fait 1-2, donc le tour s'arrête. Nous passons au tour 7. Nous avons donc atteint la fin théorique. Donc à partir de maintenant, il devrait y avoir des jets à faire. Alors, je ne sais pas s'il faut compléter le tour 7 ou... Est-ce que c'est au-delà du tour 7 ou est-ce que c'est au... Je vérifie ça. Non, c'est s'il est supérieur. Donc on est encore dans les clous. Là. On est encore dans les clous. Donc là, les 2 artilleries mal jouées par votre serviteur se sont fait ravager des 2 côtés. C'est pas super. Donc on va tirer les points de commandement. Toujours 3 d'un côté. Je vais quand même faire un petit topo de ce qui s'est passé. Alors là, j'avais noté, ils avaient quand même le droit de rentrer dans l'espace de l'unité détruite, il me semble, donc je les ai avancés. Alors ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une belle percée de cavalerie british, là, tout près des colonnes d'Anteron, et déjà à l'arrière des lignes de Montbrisson. La ligne britannique s'approche là-bas. Ici, les hanovriens ont fait une belle ligne aussi. Là, la cavalerie française s'échine charge après charge à attaquer les Sois et les hanovriens, mais sans résultat. Et puis sinon, les troupes légères, pour l'instant, n'ont pas fait grand-chose. Voilà où ça en est. Allez, le tour 7. On va commencer par tirer les points de commandement. On a donc toujours 3 dés pour le commandant allié qui est bon et 2 dés pour le commandant français qui est moyen. On a donc 9 pour les Français et 11 pour les alliés. Et on va attaquer la première impulsion avec le jet d'initiative. 2d6 de chaque côté. Et le petit D4 qui sera lancé par 1, 2, 3 Français, 4, 5, 6 alliés. Français, c'est les Français qui lanceront le D4. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouf! Alors, potentiellement, il y aura du double, puisqu'il y a 3 sur le D4, ça fait 3 points de commandement. Comme c'est impair, ça veut dire que c'est celui qui a lancé le dé qui départage les égalités, donc c'est les Français qui commenceront. Il est
éventuellement possible pour les Alliés de tenter de lancer un dé pour essayer de prendre l'avantage. Auquel cas, ils perdront le bénéfice du bonus, mais c'est peut-être pas trop grave. Parce que peut-être que ce serait pas mal d'avoir l'initiative. Étant donné que la cavalerie a percé, c'est peut-être pas mal. On va tenter côté allié de dépenser un dé de commandement et de rajouter. Voilà. Du coup, les Français. Ah, ça va être compliqué de battre ça. Donc, côté français, on va partir du principe qu'on va garder ces dés de commandement et on va accepter de récupérer 3 points. Donc, on passe à 12. Les alliés choisissent d'être joueurs actifs pour ce tour. Et ensuite, eh bien, nous allons passer à la phase au segment de mousqueterie pour commencer. Il devrait y en avoir. Parce que normalement, il reste un canon là. Ah oui, ça c'est en phase artillerie, pardon. C'est vrai que j'ai l'habitude de vouloir faire tout en même temps. Qu'est-ce qu'il y a encore à 2 pouces? Donc là, j'ai bien les 2 pouces. Non, il n'y en a pas. Au niveau mousqueterie, c'est tout côté français, côté allié. Et je crois que c'est tout également. Ah non, il y en a encore eux. Techniquement, ils sont apportés. Ah non, ils y sont pas. Voilà, donc il y aura juste ça pour la mousqueterie. Donc, ce régiment a encore 2 points de force, a priori. Après 2 blessures, pardon. Ils ont normalement 5, donc il leur en reste 3. C'est raté. Ensuite, alors les grenadiers, ils sont à 1 pouce, donc ils peuvent utiliser tous leurs points de force. Ils ont subi 2 blessures, ils en ont 8 à la base, ça fait donc 6. Non, 7, pardon. Donc ça fait 5. C'est ça, hein. Vérifier, il me semble que c'est 7. Grenadier soit 7, moins 2 points de force, ça fait donc 5. Et il n'y a rien qui touche. Voilà, passons au segment d'artillerie. Il n'y a plus qu'une pièce, elle est là. L'ennemi est à 3 pouces, ça pourrait être une mitraille, malheureusement il y a 7 unités qui est dans la zone, donc on va tirer à boulet dans ce genre de cas. On prend donc 2 dés, et ça touche sur du 6. Et il n'y a rien qui touche. Si j'avais été en mitraille, il y aurait eu une blessure qui serait passée. Mais c'est pas le cas. Voilà, donc les tirs ont été faits, on peut passer donc au segment d'action. C'est donc d'abord aux alliés de commencer. Donc déjà, on va allouer les dés de commandement. Donc, où sont nos amis? Donc lui, il a plus de 8. Donc je ne peux lui donner qu'un dé. Je vais lui donner un dé. Je vais également donner un dé à lui, qui est également à plus de 8. Il n'est pas encore au-delà de 16, donc je ne suis pas encore obligé d'en donner 2 pour 1. Et eux, c'est un peu moins grave. Et les hanovriens, j'aimerais bien qu'ils bougent aussi, donc je vais lui donner également un dé à lui. Ça fait 3 dés en tout qui sont dépensés, il m'en reste 7. Allez, c'est parti. On va commencer par la cavalerie. Monsieur Ferguson qui a plus 1. Alors, 9 plus 1, ça fait 10. C'est actif. Ensuite, nous avons Monsieur von Marwitz. Donc lui, il a plus 1 aussi.
Ça fait donc 9, 7 actifs. Bon, c'est vrai que j'aurais pu de toute façon le faire agir avec le commandant, mais ça c'est pas grave. Lui, Vania, c'est Heinrich avec CSO, il a -1. 8 -1, 7, mais l'ennemi étant suffisamment proche, 7 ça suffit pour s'activer. Voilà. Enfin, nous avons au fond Ratchli qui lui a +0. Ah, c'est très embêtant puisqu'il ne va pas agir. Dans le meilleur des cas... Ah non, pardon, oui, non, si c'est bon, 9. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Donc 9, c'est bon, il va pouvoir agir aussi. Tout le monde agit côté allié. Alors, du côté de la cavalerie. Donc, on va déjà regarder. Alors, celui-là, il voit 7 unités, mais pas celle-là. Donc je pourrais charger cette unité dans l'absolu, puisque je suis à 5. Donc ce serait bon. Bon, on va le faire. Donc là, ma pauvre unité va se faire massacrer très certainement, puisque elle est flanquée et en colonne de marche. Donc là, elle a tout faux. Alors, techniquement, je dois également dégager le commandant pour centrer. Donc le commandant fait immédiatement un test de risque. C'est bon. J'ai fait un 6. Il ne faut pas faire de 11 ou de 12. Donc là, j'ai aligné mon unité. Ici, cette unité va retourner à l'attaque contre celle-ci. Et du coup, celle-là va pouvoir charger le canon ici. Donc le canon va devoir faire un test de fuite. Donc rappelez-vous, le test de fuite pour les canons, vous lancez 2 dés, il faut faire en dessous de 5 si vous êtes attaqué par une infanterie, ou de 3 quand vous êtes attaqué par une cavalerie si vous êtes une artillerie à pied. C'est le cas ici. Et chaque jet impair obtenu sur le jet est une touche que vous infligez à l'ennemi. Et bien non seulement je réussis ma fuite, mais en plus je mets 2 blessures. Bravo, double 1. Je n'y croyais pas trop. Donc du coup je mets 2 blessures à cette unité là. Et mon canon peut immédiatement effectuer s'atteler et partir, si je me souviens bien. Je vais juste revérifier. Alors, artillerie. Donc, au moment du contact, donc je devais quand même l'avancer. Donc, on met au contact et après seulement, a priori, on fait le jet de fuite. Voilà. Lancer 2d6, plus 2 si l'artillerie est déjà en formation de marche. Non, c'était pas le cas, elle était attelée. Si le score est inférieur ou égal à 5 contre l'infanterie ou 3 contre la cavalerie, la fuite est réussie. L'artillerie passe en formation de marche et s'enfuit comme la cavalerie, mais elle ne pourra se dételer avant la fin de la prochaine impulsion. Sinon, elle est détruite et l'attaquant peut continuer quand même à charger. Quelqu'un d'autre, s'il a le mouvement. A noter que si l'artillerie démarre en formation de combat, chaque jet impair du dé cause -1 point de force qui peut éventuellement détruire l'adversaire. Donc, je suis désormais attelé. Et ce faisant, cavalerie, artillerie lourde attelée, je peux me déplacer de 3 pouces. Ce que je vais faire, je vais aller là derrière. Et je vais essayer de me mettre un petit marqueur quelque part. Bon, je vais utiliser un marqueur rouge pour indiquer qu'elle ne pourra pas se remettre en place. Du coup, ma cavalerie était là derrière, elle a déjà fait 3 pouces, elle ne peut plus continuer là. Par contre, dans l'absolu, si elle peut faire une charge, elle va charger le flanc de cette unité. On va pas se priver. Allez, c'est parti. Boum. Tant qu'à faire, hein, qu'on ne vienne pas pour rien. Là, le pauvre Montbrisson, il se fait prendre à la gorge par la cavalerie ennemie. Passons maintenant là-bas. On va donc déplacer
nos unités pour les mettre en formation pour tirer. Donc j'ai droit à 2. Et le commandant suit derrière. Et avec tout ça, je ne suis toujours pas à portée. Ok. Ensuite, ici. On va prendre la Novrien là. Et on va avancer. Notre belle petite ligne ici pour tirer au prochain tour. C'est le commandant là. Tandis que eux, on va les reculer. On ne peut reculer que d'une unité de mesure, donc un socle. Hein. Et ce sera tout. Ce sera tout pour mes mouvements. Donc là, si on prend la vue d'ensemble, clairement, l'action pour les alliés se passe là. Faire un maximum de dégâts là dans l'infanterie. Là, on a passé la ligne et on est en train de faire l'essuie-glace. Par contre, ici, on va peut-être plutôt essayer de tirer contre la cavalerie ennemie, plutôt que de se reculer. Mais bon, il y aura forcément un choc du coup, mais si on arrive à les affaiblir suffisamment, ça fera l'affaire. Voilà, maintenant on va faire la mêlée. Donc au niveau mêlée, on en a quelques-unes. On va commencer par la cavalerie britannique ici. Alors, elle a déjà pris une blessure. C'est une cavalerie. Ce sont des dragons britanniques. Ils ont 6 normalement. Moins 1, ça fait 5. 5 en mêlée. On n'est pas face à des irréguliers. On n'est pas face à des unités légères. Est-ce qu'il y a des commandants vaillants? Bonne question. Ferguson n'est pas vaillant. Montbrisson non plus. Donc ça c'est bon, il n'y en aura pas. L'unité ennemie est vulnérable. Est-ce qu'elle est hors commandement? Non, c'est bon. Elle est flanquée. Donc elle aura moins 3. L'unité française, hein, bien sûr. Et moins 5 encore supplémentaires parce qu'elle est en formation de marche. Hein. Donc vous voyez, ça peut vite mal cumuler. Donc les Français, ils auront 1, parce que c'est le minimum. Et les British, bah, ils utilisent tous leurs dés, quoi. Enfin, tous leurs bonus. Alors, est-ce que les Français ont un général à proximité? Non. Non, donc a priori, ça va être ça. Donc là, il y a forte chance qu'avec un bon jet, l'unité disparaisse purement et simplement. Ouais. Donc, les Français ils font 2. Les British font 4 plus 5, ça fait 9. C'est le double. Lorsque vous obtenez le double, l'unité est détruite. Oui, donc en plus, si le résultat... Ouais, donc si le résultat final du jet de dés est impair, là c'est le cas, 5 plus 4, 9, vous ne subissez pas de blessure, donc ils n'ont pas subi de blessure pour ce tour-ci. Et ils occupent donc l'espace occupé par la précédente unité. Donc là, il y a encore une unité française qui passe. Passons à cette cavalerie-ci. Là aussi, donc là, elle n'est pas en formation de marche, mais elle sera flanquée, donc moins 3. Ils ont 5 de base, ça fait donc 2 seulement pour les Français. Et les British ont subi des dégâts. Donc ceux-là, par contre, c'est des Hanovriens, il me semble. Ce sont des Hanovriens, cavalerie hanovrienne.
7, moins 2, 5. Donc eux ont plus 5 et eux ont plus 2. Je me rends compte que j'ai oublié de relancer un dé, puisque je pouvais le faire en tant que français, parce que j'ai encore des dés de commandement. Donc là, j'ai tout à fait intérêt à le faire, sinon je vais subir le même sort. Donc les Français vont dépenser un dé, pouf, et je vais essayer de relancer ce 2. Non. Donc j'obtiens 4, et les Hanovriens obtiennent 6, plus 5, 11, c'est le double. L'unité se fait satelliser. A noter également que le commandant était à une largeur de socle d'unités amies qui ont dérouté. Là, donc il va devoir faire un test de risque. On va faire de 11 ou 12. C'est bon, c'était chaud, mais c'est réglé. Et donc là aussi, j'intègre l'espace occupé par l'autre unité. Donc j'ai fait le double, j'avais fait un 6, hein, c'est ça. Plus 5, 11, c'était impair, je ne prends pas de blessure. Et enfin, ici, donc là, ce sont par contre des dragons. Des dragons hanovriens qui, eux, ont 6 aussi en combat. Pas mauvais ces dragons, donc 5 avec la blessure qu'ils ont subie. Ils ont actuellement un point de force de 5. L'unité en face a déjà perdu le combat précédent, donc c'est du... Ils sont à 3. 3 contre 5. Là pareil, je vais essayer de sauver mon unité, parce que là ça fait 11 contre 4. Là je risque de mourir, donc je redépense un dé. Côté français, pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Ça fait 5 contre 11. Non, ça ne sauvera pas. C'est vraiment le château de cartes là. Donc cette unité se fait pulvériser à son tour. Ah, c'est un vrai drame là. La cavalerie alliée fait vraiment le travail. Hein. Et donc du coup, un nouveau jet de risque pour notre commandant. C'est bon. Et voilà, une phase de mêlée assez violente, puisque Montbrisson s'est fait pulvériser la moitié de sa brigade. C'est assez énorme, on va passer côté français. Alors, côté français, on va essayer de sauver ce qu'on peut. Déjà, on va tenter d'attribuer des dés pour les brigades. Donc là, il faut absolument que ça bouge, c'est indispensable. Ici, je vais donner 2 dés. Lui, je vais lui donner un dé de toute façon, parce qu'il faut qu'il bouge. Et lui, je vais aussi lui donner 2 dés. Un dé, pardon. Un monsieur Fronsac. Et lui, c'est moins grave. Donc là, j'ai dépensé 1, 2, 3, 4 dés. Je passe donc à 6. Voilà. Et on va faire les tests. Donc commençons par notre ami Dantéron, qui n'est plus en contact avec le grand chef. Donc il a moins 1. Alors, je fais 6. Bon, je vais prendre le 6 et le 4, donc ça va s'activer. Ça, c'est bien. Ensuite, Montbrisson, sur 3D. Je vais prendre le 5 et le 3, ça fait 8, moins 1, 7, ça suffit tout de même pour s'activer. Fronsac, 3D aussi. Ah, c'est pas bon. 5, il n'a pas de bonus lui. Là, il a même moins 1. Donc non, il n'active pas. Et pour finir, Auricourt, 10, c'est bon. Il active. Il n'est pas en obligation de charger, mais il active. Voilà. Bon, commençons par le commencement, à savoir Dantéron qui doit aller colmater les brèches là. Donc on va essayer d'endiguer l'attaque britannique. Et du coup, on va tout simplement passer en formation de marche, ce qui va nous prendre malheureusement tout notre mouvement.
pouf, et pouf. Voilà. Ensuite, du côté de Montbrisson, ben, on peut s'activer. Là, je vais continuer à rester dans la ville. Bon, là, je vais très certainement me faire détruire par la cavalerie si je ne me tourne pas. Donc, on va faire un demi-tour. Pour l'infanterie régulière, ça ne coûte rien. Donc, eux, je vais peut-être les avancer. Juste un chouïa. Ou tout simplement, non, je vais avancer. Essayer de sortir de l'angle de vue. On va aller vers les mousquets, ma foi. Non, lui, je vais le tourner par contre. Eux, ils vont faire demi-tour. Et ils vont pivoter par là. Voilà. Il n'y a plus grand chose à faire ici, on est vraiment dans la panade. Donc voilà pour mon Brisson, lui il peut pas bouger, ça m'embête bien. Et maintenant la cavalerie, est-ce qu'on retente une énième charge ou est-ce qu'on se regroupe? Telle est la question. Je suis à plus de 3 pouces de l'ennemi, donc je pense que je vais tout simplement rallier ma cavalerie pour pouvoir combattre. Donc je vais faire reculer cette unité. De façon à être au-delà de 3 pouces. Remettre mon commandant ici au milieu de tout le monde. Et nous allons faire des jets de ralliement pour eux. Alors, comment on fait pour le ralliement? Donc cette cavalerie, elle a 6, moins 3 de force. Donc ils sont à 3, ouais, bon, ça urge un petit peu. On va peut-être rapprocher. Alors, on va commencer dans l'ordre. Lui, donc ils ont 3 blessures. On ne bouge pas. Non, c'est raté. Eux, ils ont 2 blessures. On ne bouge pas non plus. Alors les Français, n'oubliez pas, c'est supérieur ou égal. C'est inférieur ou égal, c'est pas strictement inférieur. Donc là, ça marche. Je rends une blessure. Et du coup, comme j'ai pas bougé, je peux retenter un deuxième jet. Bon, il faut faire un 1 maintenant. Non, c'est pas mal. C'est une règle d'armée qui est quand même assez forte. La cavalerie d'élite, elle a 4 blessures. C'est réussi. Là aussi, j'ai pas bougé. Donc je peux en tenter un deuxième. Bon, là, c'est 4, c'est raté par contre. Du coup, eux, ils ont bougé. Ils n'ont droit qu'à 1. Et c'est raté. Voilà. Bon, on a un petit peu soigné la cavalerie ici. Ça s'est un peu regroupé. Je sais pas, malheureusement pas suffisamment pour qu'on y retourne directement. C'est un peu embêtant, là cette ligne est bien en place. Je crois que malheureusement, parti comme c'est, les alliés vont nous pulvériser. C'est vraiment le problème. Là, le commandement est en train vraiment de montrer ses limites côté français et au contraire de bien fonctionner côté allié, alors que pourtant ils n'ont pas fait des super jets au niveau des commandants. Mais bon, voilà. Fin de cette première impulsion. On va pouvoir attaquer l'initiative et éventuellement l'impulsion suivante, s'il y en a une. A noter que je m'arrêterai au tour 7 pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va s'arrêter là. Là, j'ai fait un 1. Donc, l'impulsion s'arrête. Fin du tour 7. Et bien voilà.
fin de tour. Donc, alors il n'y a officiellement pas de jet qui était à faire pour ce qui est des points de morale de l'armée, puisque les Français ont un seuil de déroute qui est quand même assez élevé. A priori, ils sont 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, ils sont quand même loin du seuil de déroute, hein, même s'ils sont plutôt mal barrés. Après, au vu de la configuration de la partie, ça va être compliqué de remonter pour les Français parce que les autres sont bien en place. Là, on a vu que le commandant, enfin le commandement, le fait d'avoir un bon commandant qui dispose de dés de commandement de façon assez régulière et surtout d'avoir des commandants de division qui n'ont pas tous des malus, ben, on voit la différence parce que c'est plus fluide. Les brigades bougent, les brigades agissent, vous avez plus souvent l'initiative. L'initiative, comme vous le voyez, ça peut changer beaucoup de choses. Donc vous voyez sur le déroulé de la partie, on ressent vraiment les lacunes de discipline côté français. Et on ressent bien que c'est beaucoup plus propre en termes de, de coordination côté allié. Hein. Alors que, je veux dire, les Français ont une cavalerie qui est assez pléthorique, elle n'a pas réussi à passer, et là, du coup, elle est obligée de se replier pour se regrouper, tandis que la cavalerie adverse a fait sa percée, et à partir du moment où elle est faite, ça va assez vite, les dominos tombent assez rapidement. Après, bon, j'ai fait des erreurs, évidemment, hein. J'ai laissé une unité en colonne de marche à l'arrière. J'aurais peut-être dû anticiper, effectivement, que la cavalerie allait passer, mais bon, comment le savoir. Et surtout, le fait aussi que derrière, ça dépend aussi qui a l'initiative. Là, une fois encore, les Hanovriens avaient un meilleur commandement, ils ont pu prendre l'initiative pour le coup, parce qu'ils ont réussi l'initiative avec une relance de points de commandement qui s'est avérée décisive. Et ouais, beaucoup trop de déchets côté français en termes de commandement, notamment la brigade de réserve qui a mis un temps fou à bouger et où on a dû envoyer le général d'armée quand même au final pour aller. Ça fait très d'époque quand même hein, quand vous êtes obligé d'envoyer votre général pour activer vos brigades et ramener vous-même les troupes. Il y a un bon feeling, je trouve, dans le jeu à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment bien. Alors, que dire un peu sur cette partie, enfin sur ce jeu. Franchement, il est vraiment très très intéressant. J'aime beaucoup. Alors, c'est un jeu vieux, hein, évidemment. Hein, il est assez ancien. Je l'ai découvert récemment, donc bon, de toute façon, ici, comme dit, on ne fait pas de l'actualité. Hein, on teste des jeux. Et en termes de jeu, c'est tout à fait ce que je cherchais, plus encore que Honor of War, je trouve, parce il a un poil plus de richesse, on va dire. C'est-à-dire que les mécanismes sont quand même assez simples, hein, mine de rien, très simples. Les règles sont fluides, c'est vraiment élégant. Et après, il y a beaucoup de. La complexité vient surtout des règles supplémentaires pour pour l'immersion, on va dire, hein, le temps, la météo, la durée de bataille aléatoire avec les impulsions, et également le nombre de tours, la durée de bataille au niveau des tours avec l'impact de la météo et du nombre de tours à partir de quand la bataille a démarré, ce genre de choses. Il y a plein de petits paramètres qui vous paraîtront lourds, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de les jouer dans l'absolu. Si maintenant vous dépouillez tout et que vous vous contentez du système de base, il fonctionne très très bien, il fonctionne vraiment très bien. Le truc qui me perturbe un peu, effectivement, c'est les portées. Alors en termes d'échelle, c'est juste. C'est juste, on va dire. C'est une infanterie couvre en ligne deux, deux unités de mesure. C'est la portée du mousquet, donc en gros vous prenez une salve dans. C'est à peu près juste, on va dire. C'est moins fantaisiste, on va dire, que à BP par exemple, encore que BP n'est pas si fantaisiste que ça à ce niveau-là, c'est aussi bien pensé.
Mais par exemple, à Honors of War, où les distances sont assez généreuses, hein, très clairement. Là, c'est quand même un peu plus. Mais du coup, ça semble un peu petit. C'est ça, le feeling est un peu petit par rapport aux autres jeux que j'ai testés. Ce qu'il y a également, c'est que euh, il a également un côté un peu rigide parfois, qui n'est pas spécialement dérangeant, mais qui parfois est peut-être un peu dur à intégrer pour quelqu'un qui prendrait en cours de route. Très clairement, je vais aussi le tester en grand format, parce que parti comme c'est, il va certainement résoudre un peu mon petit souci avec les grands formats BP. Euh, je vais être très clair, BP est super. Il est formidable. C'est un excellent jeu, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Par défaut, je retombe toujours sur BP. Parce qu'il est super, quoi. En termes de fluidité, excellent. Et très facile à prendre en main pour les gens qui, comme moi, viennent de Battle, ce qui compose l'essentiel de mon groupe de joueurs. Parce qu'il a également le fait d'avoir encore des caractéristiques d'unité, tout ça, ça s'intègre facilement. Il y a beaucoup de mécaniques qui sont, on va dire, familières. Là, c'est déjà un peu moins. C'est déjà un petit peu plus éloigné quand même de BP. Vous n'avez qu'une seule stat. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais le problème de BP sur les derniers grands formats, c'est que moi, un grand format, c'est on joue, on commence le matin et on finit le soir après manger, hein, vers 22h, hein, au moins, quoi. Et là, on a terminé au bout de 4 heures, quoi. Alors ça prouve que le jeu est super fluide et honnêtement si vous avez une fenêtre de temps limitée, franchement prenez Black Powder, hein. Franchement prenez-le, hein. Il est excellent, hein. Vous allez vraiment vous amuser avec, c'est pas prise de tête et ça marchera très bien. Mais là je voulais quand même tester un jeu qui permette de durer un petit peu plus longtemps. Là je pense que ce sera le cas avec celui-là puisque déjà ce sera plus long à prendre en main. Mais surtout, il y a plus de richesse en termes de jeu, il y a plus de choses à penser, il y a plus de choses potentiellement qu'on peut faire. Et du coup, forcément, tout ça, ça amène plus de réflexion et donc ça prendra plus de temps. Donc c'est pour ça que je veux le tester. Après, on verra s'il fonctionne tout aussi bien ou si mes joueurs accrochent, hein. Mais ouais, non, franchement, pour l'instant, c'est la bonne synthèse, je trouve, des règles que j'ai lues. Bon, j'ai pas encore suffisamment de parties à mon actif, hein. J'en ai peut-être fait 5 ou 6 pour le moment. Mais honnêtement, c'est une très bonne synthèse, je trouve, entre euh, on va dire, l'approche en profondeur et la simplicité. Il a ce côté, pas prise de tête en termes de jeu, et pourtant plein de richesses tactiques à apporter. Donc je vais le tester. Et moi j'aime vraiment bien, c'est vraiment cool. Aussi ce qu'il a, c'est qu'il est très, dans la façon, dans le soclage, c'est très simpliste. Mais c'est bien, dans le sens bien. Vous, les, tout, enfin disons, beaucoup de choses sont unifiées. Et quand elles ne sont pas unifiées, elles sont dans un tableau qui est facile de lecture. Ça aussi, c'est un truc que j'aime bien, c'est la lisibilité. Quand j'ai pris la feuille de référence, il y avait vraiment tout pour jouer. Si on a bien lu les règles, il n'y a pas tellement besoin de retourner dans le bouquin. J'ai fait, pour m'aider à mémoriser, je fais toujours ça en fait avant chaque tutoriel. Je me fais un résumé des règles que je tape moi-même. Parce que ça me permet de mémoriser les choses. Et quand j'ai fait mon résumé de règles, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si grand que ça, hein, alors que pourtant le jeu est vraiment il est riche, hein. Et il faut pas oublier aussi que la taille du bouquin vient du fait que vous avez toutes les listes d'armées. Vous avez toutes les listes d'armées, vous avez les scénarios, vous avez un système de campagne qui est vraiment aux petits oignons, hein. Moi, j'adorerais faire une campagne avec ce truc-là, hein. Bon, je pourrais sans doute pas, mais euh, formidable, il n'y a rien à dire, hein. Et ouais, c'est vraiment bien foutu. C'est bien foutu à ce niveau-là. Donc du coup, ça, je le mettrai aussi en point positif, hein.
ce que vous avez pour les 24, pour les 24 dollars que vous dépensez, on se fout pas de votre gueule, hein. Franchement, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour jouer et bien plus encore, hein. Vous avez toutes les listes d'armées, comme dit, vous avez pareil, les commandants, la liste des commandants avec leur évaluation pour les guerres succession d'Autriche, guerre de 7 ans, excellent. Les listes d'armées, les scénarios, le générateur de noms, le générateur de terrain, les règles de campagne, la météo, enfin, incroyable tout ce que vous avez pour ce. Donc c'est un jeu vraiment très complet, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Et en même temps très différent des autres jeux de Sam Mustafa, puisque c'est vrai que j'ai lu Maurice, c'est absolument pas le même jeu, hein. C'est vraiment, à chaque jeu, il fait jamais le même jeu. Des fois, il y en a qui se ressemblent dans le sens où il reprend certaines mécaniques, mais c'est jamais strictement le même jeu. Et ça, c'est très très bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Oui, donc pour restructurer mon propos, on va faire les plus et les moins. Donc déjà, les règles sont claires, c'est lisible, c'est élégant, c'est bien structuré. Bon, j'ai eu déjà cette impression-là avec Maurice, du même auteur. Je trouve qu'en règle générale, ça se lit très bien. Les mécanismes sont élégantes la plupart du temps, puisque vous verrez, j'ai mes griefs, hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a finalement assez peu d'exceptions. C'est même un peu trop simplifié, sans doute pour certains, on y verra dans les moins. La façon dont les formations sont gérées, c'est vraiment, c'est quasi binaire, hein. Il y a deux formations, et c'est toujours pareil, ça prend le tour, point, pour tout le monde, quasiment. Sauf pour ceux qui n'ont pas de coup du tout, donc c'est 0 ou c'est 1 en règle générale, et ça c'est facile à retenir, il faut le dire pour les débutants, mais pour des gens qui veulent sans doute une vision plus précise, ça sera sans doute un peu trop simplifié. Mais bon, voilà, moi je le mets dans les points positifs. Et du coup, il n'y a pas non plus aussi trop de micro-gestion, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont peut-être un peu lourdingues, j'y reviendrai aussi dans les mois, mais en règle générale, il n'y a pas trop à micro-gérer les unités. Ça se limite au ralliement en règle générale. Et puis après, bah, le reste, c'est combattir, hein. Et donc tout ça avec quand même, je trouve, un bon niveau de détail historique quand même. Ça, enfin, pour moi, ça marche, hein, ça marche. Ce qui est bien également, c'est que du coup, on peut le décliner avec du gros affrontement, franchement, sans aucun problème. Il y aura une surcharge de temps qui est inévitable, j'ai envie de dire. Elle est pareille à Black Powder, elle est pareille à Valorant Fortitude. Voilà. Mais je pense qu'on peut facilement augmenter la taille de la bataille sans que ce soit trop compliqué et sans qu'il y ait une surcharge de temps qui soit excessive. Les règles, alors il y a pas mal de règles. Alors elles sont pas forcément secondaires, mais disons qu'elles pourraient très bien être ignorées sans que ça nuise à votre expérience de jeu. Mais par contre, si vous les jouez, elles apportent quand même un certain plus au niveau de l'immersion. La météo, le temps, etc. Ça, c'est vraiment pas mal aussi, hein. Et enfin, donc je l'ai dit, le matériel de jeu, hein, incroyable, hein, les règles, générateur de terrain, les listes d'armées. Et en plus, je n'ai même pas parlé, il y a les batailles en téléchargement libre, il y en a des tonnes, hein, sur le site de l'auteur. Le fait que ce soit aussi pas trop prévisible, hein, donc ça c'est système de tour et d'impulsion, hein, ça évite de faire de la gestion à minima de fin de partie en se disant bon bah là c'est le dernier tour donc je vais jouer safe. Là on peut pas forcément. Et donc les échelles aussi sont globalement correctes, même si moi ça me choque un peu en termes de- d'empreinte sur la table, effectivement. Mais globalement ça a l'air correct. Le système de toute l'échelle de commandement, en fait, la façon dont il y a les interactions entre les commandants et leurs unités, avec le commandant en chef, le système des dés qui peuvent se donner, les niveaux de commandement et les activations, tout ça, ça apporte, bon, certains diraient de la complexité. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus de la richesse pour le coup. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup fait des systèmes qui ont des systèmes d'activation, mais généralement simples, ou après un petit peu plus complexes comme Honors of War, où on a à la fois un système d'activation et en plus des valeurs de commandement, ou à Black Powder aussi d'ailleurs.
Mais là, on a en plus une mécanique de dés qui permet d'influencer différents trucs et qui rendent également la bataille moins prévisible. Et tout ceci mis ensemble, ça, je trouve ça rend bien une impression de friction de commandement sans que ce soit lourd en fait. Tout simplement, c'est 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 interactif, c'est une mécanique relativement facile à comprendre pour des joueurs qui sont habitués à d'autres types de jeux. Bref, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Et de façon générale, donc ce sera quasiment ma conclusion, hein, un excellent compromis entre immersion et fluidité, je trouve. C'est vraiment, enfin, pour moi en tout cas, par rapport à ce que je cherchais moi, je trouve que c'est un parfait compromis. Maintenant, pour ce qui est des moins. Alors, si vous utilisez vraiment tout le matériel à fond les ballons, on va être clair, ça peut être un peu fastidieux. Si vous jouez vraiment toutes les étapes, toutes les règles spéciales et tout, faut peut-être pas, faut peut-être pas jouer à sec avec des joueurs débutants parce que ça va vraiment les rebuter. Il y a vraiment beaucoup de choses à emmagasiner. C'est plus, je pense, à intégrer au fur et à mesure ou avec vraiment un bon temps de préparation. Euh, Ensuite, il y a toujours ces petits points qui me dérangent, c'est qu'il y a parfois des points noirs dans certains compartiments du jeu. Moi, qui m'a le plus marqué, c'est l'absence euh, de, de ligne directrice en fait de mise en place pour les parties sur le pouce. La plupart des jeux Alors bon, Honor of War le faisait pas non plus, il disait plus ou moins faites comme vous voulez, mais il donnait quand même au moins la taille de la zone de déploiement. Là, il n'y a rien indiqué. Enfin, quoique si, en fait, c'est pareil, il y a aussi la zone de déploiement. Mais je veux dire, il n'y a pas l'espacement entre les deux armées. Et comme vous voyez, en fait, quand ça bouge pas, les échelles étant quand même beaucoup plus petites que pour un jeu classique, on va dire, enfin un jeu classique, un des autres jeux que nous avons chroniqués ici, vous pouvez mettre des plombes et vous perdez beaucoup de temps à arriver au contact de l'ennemi. Et ben, si vous avez tiré comme moi une bataille en fin d'après-midi, ça peut être assez embêtant. Donc je pense que ça aurait été bien de caler ça. Ou de donner au moins des recommandations à défaut de faire un bon système, mais ça, vraiment, ça manque. C'est sûr que si vous faites un scénario historique, vous suivez les lignes directrices du scénario historique. Mais là, ça aurait été bien pour les parties sur le pouce, quoi. Ensuite, bon, il faudra faire avec la simplicité de certains mécanismes, hein. Ça aussi, là, c'est plus pour les puristes qui seront sans doute frustrés. Les formations, c'est colonne, ligne. Bon, voilà. L'ordre dispersé, vous oubliez. Vous avez des règles relativement simples, comme dit, c'est 0-1 la plupart du temps. Il y a très peu d'exceptions, on va dire, très fouillées. Il y en a quelques-unes, genre par exemple pour l'artillerie, pour les réactions de fuite, là il s'est fait plaisir. Mais globalement, dans les autres règles, c'est simple. C'est simple. Mais du coup, ça peut paraître simpliste. Moi personnellement, ça me dérange pas, mais je pense que d'autres, ça les dérangera. Ensuite, il y a quelques mécaniques où je comprends pas trop la valeur ajoutée. C'est-à-dire que j'ai pas de souci avec le fait d'avoir une règle qui enrichisse le jeu, mais qui mécaniquement va donc le rendre un peu plus compliqué dans le sens où il faudra la retenir. Par contre, j'ai un peu plus de mal quand j'ai des mécaniques qui sont un peu empoulées et où je me dis ça aurait pu être réglé avec un truc beaucoup plus simple. Je vous donne un exemple, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est le D4 et un peu tous ces désidérata. Déjà, j'aurais pas utilisé un D4. Bon, après, je pense que peut-être c'est une question d'équilibre et que l'auteur a certainement plus réfléchi que moi. Mais le D4, déjà, c'est casse-pied, tout le monde n'en a pas. Bon, les rôlistes, ils en ont, mais voilà. Et puis ensuite, alors l'histoire il départage sur un impair, c'est bien. Par contre, déjà, comme dit, vous l'avez vu, ça, à condition de se souvenir qui a lancé le dé, donc ça c'est déjà une première difficulté. Ensuite, faire la mécanique de l'association impair machin à lancer le dé, c'est pas toujours facile à retenir. À un moment donné, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que tout simplement, on pourrait pas dire que
impair c'est joueur 1 et pair c'est joueur 2 et on décide qui est joueur 1 et joueur 2 en... Enfin, un des joueurs choisit les pairs, un joueur les impairs, ça aurait été pas mal. Ou tout simplement, est-ce qu'un D3 aurait pas été suffisant? Vous voyez, ce genre de truc, des fois, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire, vous voyez, de le faire comme ça? Mais après, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a pas beaucoup. Et ensuite, sur les listes d'armées, elles sont globalement, elles sont très très bien. Par contre, je trouve que certains pouvoirs de faction sont quand même vachement puissants. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas suffisamment pratiqué, c'est possible. Je veux dire, quand je lis la liste prussienne, la touche sur 5+, je trouve ça fort, mais vraiment fort. Hein. Parce que les Brito-Hanovriens, là, on n'a pas eu tellement le temps de tester, parce qu'ils n'ont pas tiré finalement. Mais les British, là derrière, et les Hanovriens, ils ont une règle qui dit qu'ils rajoutent 2 dés de tir quand ils sont au-delà de la moitié, je crois, de leur force, et un des bonus seulement quand ils sont en dessous. Mais je veux dire, la probabilité est toujours sur 6+. Quand vous regardez les Prussiens, eux, ils touchent sur 5+, mais souvent, leur infanterie, elles sont déjà globalement meilleures, puisque le piéton de base, il commence à 8, le grenadier à 9. Donc, personnellement, je trouve ça fort. Alors, ok, y a moins de points pour les généraux prussiens à jouer, mais je me dis, oui, c'est quand même c'est puissant. J'avais fait une partie notamment avec des Prussiens contre de l'Autrichien qui était ultra nombreux en face. À un moment donné, mais les unités autrichiennes elles tombaient comme des mouches. Hein. C'était, enfin moi ça me semblait vraiment une distorsion énorme. Hein, et je jouais pas spécialement en guerre de succession d'Autriche. Hein, je jouais toujours en guerre de 7 ans, donc je comprenais pas vraiment cette divergence. Bon, bref, ça c'est. Voilà. J'ai pas regardé les autres armées, même pour les Français, je trouve leurs règles assez fortes. Hein, parce que pouvoir soigner son dernier point de vie, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc voilà, c'est à peu près tout. Hein, autrement, c'est de l'ordre du détail. Globalement, je trouve que c'est un très bon jeu. C'est bien conçu, c'est fluide, c'est riche sans être relou. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce système. Et je pense que on va essayer le grand format aussi avec celui-là. Ça me semble assez intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez trouvée instructive. Il y a certains trucs qu'on n'a pas vu finalement, on n'a pas vu comment fonctionnent les, les villages, on n'a pas eu le cas de figure. Mais autrement, je pense qu'on a eu globalement un panorama du jeu et de ses mécaniques de base, donc je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que de dés vous souris.